Alors, parce que ça ne va pas marcher. Évidemment, parce que c'est écrit le lance, ça marche pas. Pendant que le son se lance, on coupe la parole peut-être. C'est la saison 9, épisode 5 de Monsieur Série and Friends. Vous savez, la saison technique toujours. Je vous jure. Un jour ça marchera. Je dis ça, mais en fait, au nombre d'épisodes, ça a plus souvent marché que pas marché. Bon, voilà, je pense quand même. Mais pas non plus si maudit que ça. En tout cas, avec moi ce soir, pour cet épisode 5, il y a Sarah. Bonsoir. Il y a Mathieu. Et bonsoir. Et il y a Florian. Ouais. Aussi connu sous le nom de François. François Premier. François Premier. Également résident du Béarn. Il y a un lien. N'importe quoi. Bon. C'est un vrai fait historique. Ok, je ne dis plus rien. Moi, je te crois, Flo. Et dis donc, je sens qu'il y en a un qui est lèche-pote ce soir. Non, j'ai juste envie de te faire chier, c'est tout. Oui, mais c'est bien ce que je pensais. Bon, donc pour cet épisode, nous avons en principal sujet de Chair de Poule, nouvelle version sur Disney+. Ben oui, écoute, voilà, on approche de Halloween, lui il est arrivé il n'y a pas très très longtemps, et on s'est dit, on va regarder ça rappellera peut-être l'enfance. Ou pas. Faut que j'arrête de donner des idées comme ça. Oui, je pense qu'il faut... Enfin, oui et non, en fait, tu verras. C'était toi, je croyais que c'était moi. Je pense que c'était un truc un peu collectif, mais ça a été initié par Mathieu. Ah, Voilà. Et c'est pas de ma faute. Oui, bon, après, ça va, hein, on va pas commencer à spoiler nos avis, d'autant plus que je pense pas que ce soit, à part du côté de Mathieu, peut-être si catastrophique que ça. Non. Mais on en reparlera. Et ensuite, vous aurez comme d'habitude les recommandations. Et là, tout de suite, on va commencer par Sarah. Qu'est-ce que tu as regardé ces derniers temps? Qu'est-ce que tu as fait niveau série? Alors, moi, j'ai enfin pu rattraper Sex Education que j'avais pas encore pu regarder. Donc, ça faisait partie un peu de la série avec Only Murder in the Building que j'ai aussi en retard. Donc, voilà. Et je suis assez entendre quelque chose. Oui, j'ai cru entendre un Once. Oui, j'allais dire Once Upon a Time, je sais pas pourquoi, que j'avais jamais regardé cette série. C'est la présence de Mathieu qui te trouve. Oui, c'est ça, voilà. En plus, tu spoil ce que je vais dire après. C'est pas cool. Et donc, Sex Education, franchement, pour l'instant, c'est plutôt sympa. J'ai eu un petit peu de mal parce que je crois que ça faisait longtemps qu'il y a eu un gap avec la dernière saison, donc j'étais vraiment perdue. Ouais. Au début, je comprenais rien, malgré le récap qui, en plus, pour le coup, était pas très clair. Ça manquait beaucoup d'éléments, donc j'ai dû aller sur Google pour voir un peu ce qui s'était passé en fait lors de la saison précédente. Ouais. Mais pour l'instant, c'est plutôt chouette. Je crois qu'il me reste 4-5 épisodes. Moi, j'aime bien cette petite série. Je suis toujours aussi choquée par comme c'est trash par moment, malgré tout, pour une série Netflix un peu grand public. Donc ça fait toujours plaisir d'être un peu choqué au final, alors qu'on en est à la saison 3 4. La dernière série. Voilà, 4. Et voilà, c'est tout ce que j'ai regardé. Ouais, mais ça, donc on n'en a pas discuté la dernière fois avec Mathieu, mais on va pas te spoiler non plus, mais la saison 4 a ses qualités, notamment le fait que ça finit la série. Ses défauts, c'est qu'on te crée plein de personnages qui ne servent à rien, qui sont un peu... On n'arrive pas à s'accrocher, mais je reste quand même sur une note globale de Sex Education. C'est quelque chose qui... J'étais content de la voir jusqu'au bout, j'étais content de voir certains personnages, etc. Mais c'est vrai que le gap peut avoir des effets un peu spéciaux sur certains personnages. Il est censé être un adolescent. On dirait qu'il a 45 ans, quoi. Là, c'est grave. Je pense que Otis, il a pris un coup de vieux, je sais pas pourquoi, comment, et
Il a pris du poids, il a pris des rides, il a pris tout plein de choses. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec Otis? Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile à se dire qu'il a cet âge-là. Lui, alors que les autres, ça passait en fait globalement. En fait, ils auraient dû les faire passer directement, genre en deuxième année de fac. Exactement, et relancer la série. Pire, et relancer d'autant comme plus ça. Ici, ils changent d'école. Oui. Donc ils Et ont surtout la qu'ils n'arrêtent pas de dire college en anglais, Ouais. En britannique. Donc du coup, ça te paume un peu le truc. Avec les autres qui ont effectivement, on dirait qu'ils ont chacun 50 ans. Bon, ils auraient dû peut-être faire ça, ouais. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est... Après, voilà, il y a des personnages récurrents qui sont devenus plus qu'insipides et... n'est-ce pas, Maeve donc, pour ne citer qu'elle. Ouais, après là, on n'est pas d'autres qui prennent un peu trop d'accord dessus. Non, on n'est pas toujours d'accord. Et d'autres qui, selon moi, prennent un peu trop le devant. Eric, en fait, est devenu limite une caricature de lui-même par moment. Donc... je sais pas. Je suis pas d'accord. Je l'aimais bien jusque-là, et là, parfois, j'avais envie de le baffer. Donc, Ouais, mais moi, tu vois, c'est Otis que je veux baffer depuis le début, et je suis bien content qu'ils soient un peu réglés au second plan. Et je suis d'accord, par exemple, avec le cas de Maeve, où ça sent que c'est vraiment la pièce rapportée dans la saison 4, où l'actrice pouvait pas être là, et du coup, ils l'ont mis à l'écart. Ouais. Et comme ça, ils ont tourné toutes ces scènes quand ils ont pu, et finalement, elle revient, et puis, mais ça s'intègre pas dans le reste de la saison, son intrigue. C'est très dommage. Par contre, je trouve que Eric a une belle évolution, même si c'est pas mon arc narratif préféré de ce personnage. Moi, il m'a bien parlé, et j'ai été content qu'il soit allé au bout de cette idée-là. oui, parce que c'est quand même une idée, une décision un peu intéressante et pas trop facile non plus à mettre en place, je trouve, sans spoiler non plus ce qui se passe, comme ça, ça ne spoil pas non plus les résolutions, parce que malgré tout, c'est quand même surprenant. Surprenant et pas inintéressant. Après, les avis généraux que moi j'ai eu autour de moi, c'est que les gens n'ont pas aimé cette saison. Moi, plus le temps passe, plus je me dis que je suis content de l'avoir vu et d'avoir pu passer du temps avec eux une dernière fois et que ça conclut bien la série. C'est ça. Et que donc, ça a fini, certes quoi. que en saison de Sex Education, c'est la moins bonne, mais en tant que conclusion, c'est une bonne conclusion, même Ça si marche bien. beaucoup de portes ont été ouvertes et que ça servait à rien. Les 3-4 derniers spots sont très très bien. Ouais. La deuxième moitié est bien meilleure, effectivement. Bon, ensuite, justement, Mathieu. Eh ben moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai commencé la saison 2 de Loki, mais j'ai vu qu'un épisode. Mais j'étais content que ça revienne. J'ai fini la saison 2 de Supernatural. J'ai arrêté de regarder Drag Race à part Drag Race UK parce que j'ai un trop plein et j'ai besoin d'une pause pour ma santé mentale. Donc voilà, là il y a break jusqu'à nouvel ordre, sûrement le prochain épisode, mais pour l'instant j'arrête un peu. Et j'en profite parce que aujourd'hui, au jour où on enregistre le podcast, on est le 23 octobre 2023 et c'est le 12e anniversaire de Once Upon a Time, et du coup j'ai arrêté de travailler 2 heures aujourd'hui pour m'enfiler 3 épisodes au pif, et ça m'a fait un bien fou. Donc joyeux anniversaire Once Upon a Time. Voilà, et là je viens de remarquer, parce qu'effectivement on en parle avant d'enregistrer, je dis d'accord, etc., et je ne le fais quand même pas. Je n'ai pas passé la parole à Florian avant de parler de Sex Education. Ah là là. Je ne t'en veux pas. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, Oui. en fait, dans le tableau, en fait, pour les raisons pour lesquelles Lord of Noise est con, vous pouvez rajouter, en fait, confond les rois de France qui habitent dans son patelin, puisque j'ai effectivement confondu François Ier et Henri IV, qui est effectivement résident du Béarn. Eh ben Voilà. j'ai bien fait de te défendre maintenant, comme ça je suis con avec toi. Super, on sera 2 dans notre patelin. Soyons cons ensemble. Voilà. C'est également le High slogan five, c'est très C'est podcastique. C'est également le slogan de RTL. Du coup, j'ai vu Soyons cons ensemble. Et du coup, je suis redescendu dans ma demeure, en fait, non loin du château de Henri IV, en fait, en Béarn, et il y a foultitude de coffrets DVD que je n'ai jamais ouverts, et j'ai décidé, en fait, dans un moment d'ennui, d'en ouvrir un, et il s'agissait de Skin saison 1, série que je n'ai pas vue à l'époque de sa diffusion, que je n'ai pas plus vue ensuite, donc c'était une totale découverte. Et en fait j'ai effectivement décelé pas mal de
je vois en fait en quoi c'est l'ancêtre de Sex Education. Donc j'ai vu que les 2 premiers épisodes, hein. Je pensais en voir 3 ou 4 sur les 9 que compte la première saison. Malheureusement en fait j'ai pas eu ni le temps ni l'envie pour le faire. Soit le temps, soit l'envie en fait, vous choisirez à ma place. Ouais. Et du coup j'ai découvert aussi que c'est vraiment un véritable nid à future star internationale, parce que donc le personnage central, c'est Nicholas Hoult, donc il a ensuite explosé sur grand écran. Il y a Dev Patel en fait que je trouve un tout petit peu token en fait dans le rôle dans la bande. Donc il y a Anna Murray que j'avais absolument pas reconnue en fait, qui va jouer ensuite Gillig dans Game of Thrones. Et c'est vraiment c'est vraiment un gros repère à Star. Les 2 premiers épisodes en fait étant donné que ce sont des centriques, dont j'étais à peu près au courant que chaque épisode se concentre sur un personnage, sont pas super mauvais. Mais j'ai quand même vu pas mal d'échos de Sex Education en fait, dans les espèces de... En fait, la saison 1 de Sex Education, qui est la seule que j'ai vue, j'ai toujours vu ça un tout petit peu comme un cartoon en fait dans la présentation, et un tout petit peu dans les dialogues envers les personnages. Et Skins en fait, je trouve que ça pousse déjà d'emblée le bouchon un tout petit peu loin. Il y a une voiture à la fin du premier épisode qui est volée, qui se retrouve dans le canal. Il y a un côté rock'n'roll qui est pas sans me déplaire. Mais dès le 2e épisode en fait, je trouve que ça retombait un tout petit peu dans les clichés de séries ados que j'avais déjà vu pas mal de fois. Je pense que c'est un tout petit peu plus malin que ça, parce que la série a la réputation qui la précède. Je trouve quand même ça très 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 bien interprété. C'est peut-être mieux interprété que c'est mieux écrit, so far. Donc j'ai quand même envie de finir les 7 autres épisodes. Mais du coup, c'était très bizarre, parce que du coup, j'ai vu une des séries ados définitives du début des années 2000, et voir vraiment une série qui a été diffusée en 2007. Franchement, ça nous rajeunit pas, parce que c'est quelque chose qui me paraît très proche et très loin à la fois en fait. Donc on voit un tout petit peu le chemin parcouru en 16 ans, et c'est plus ça en fait qui m'a marqué que la vision des 2 épisodes. Voilà. Ok, très bien. Donc ça par contre, pour le voir, c'est des DVD quoi. Alors il y a des DVD, je crois. Alors je vais juste vérifier. Mais il n'y a pas de streaming. Si, je crois que c'est sur MyCanal. C'est une production studio. Enfin, c'est distribué par Studio Canal. D'accord. Et non, c'est sur Netflix du coup. C'est sur Netflix. Skins. Je vérifie. Oui, Skins est sur Netflix. Ouais, les 7 saisons. Ok, très bien, très bien. Moi de mon côté, je vais pas vous surprendre. J'ai commencé à regarder le revival, le retour de Frasier. Voilà, qui n'est pas encore disponible par chez nous, vous le savez bien. Mais par chez nous aussi. Le nouveau ? Oui, le nouveau. Ah oui, en France, oui, mais c'est vrai, en Belgique, il y a pas encore Paramount plus. Donc voilà, vous pouvez donc tant mieux pour vous, si vous êtes en France, vous pouvez commencer aussi. J'ai vu 3 épisodes, donc ça a commencé le 12 octobre dernier, 2023. Et pour ceux qui ne connaissent pas Frasier, qu'est-ce que c'est Frasier ? C'est un spin-off de Cheers. Je pense que Cheers, si vous nous suivez, vous savez déjà ce que l'on en pense, ce que c'est, et si vous ne le savez pas, mais qu'est-ce que vous foutez ? Regardez-moi Cheers, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et Frasier, en fait, c'est un personnage qui est un psychiatre, surtout à la radio, qui, dans la première série, donc il a une 40aine d'années, il va voir son père débarquer et habiter chez lui. Son père, c'est un mec un peu maniaque, divorcé, et qui en fait va venir déranger la petite routine de monsieur Frasier Crane. Voilà. Et puis les caractères sont diamétralement opposés, puisque lui est un policier retraité, très terre à terre en fait. Mais tandis que Frasier
et Niles sont vraiment des gens très 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 sophistiqués. Ça va pas s'arranger au cours des saisons. Oui, c'est ça. C'est Niles, son ami. Et ils sont très snobs, alors que en fait le père de Frasier, c'est un ancien flic un peu handicapé, justement blessé en service, qui va mettre un peu le bordel là-dedans. Et c'est une série que moi j'adore tout particulièrement, qui a 11 saisons, hein, donc quasiment autant que Cheers. Donc si vous voulez rattraper, bonne chance, hein, comme on dit. Mais le nouveau, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est Frasier qui lui revient à Boston depuis Chicago et va chez son fils. Voilà, donc en gros, on a un peu le même construction avec le côté caractère différent, les côtés un peu séparation des deux personnes. Il y a bien entendu en sous-texte, et même plus qu'en sous-texte, la mort justement du père, hein, dont l'acteur est aussi décédé, je crois, en 2018. Donc voilà, on est reparti sur la même construction à peu près, avec quelques petites mises à jour. On a aussi du James Burrows qui se trouve à la réalisation, pas à la création de mémoire. Non, je crois que c'est alors de mémoire. David Angel, hein. Alors oui, enfin pour la création de série originale, effectivement, c'est les mêmes que Cheers. Ouais. C'est David Angel et James Burrows c'était dans les co-créateurs, mais là ici il n'est pas dans ça ou dans la production, je pense. Ouais, il est dans la production. Mais de toute manière, les showrunners, enfin les gens qui ont écrit ça, il y a un ex de Life in Pieces. Enfin, ils ont été engagés par Kelsey Grammer, parce que je pense que ça a été développé pendant des années avec plusieurs versions avant que ça soit Voilà, que ce soit maintenant à l'écran. Et j'étais content, franchement, là, dans les 3 épisodes que j'ai vus, de les retrouver. Il y a une dynamique que je trouve plutôt sympa, pas déconnante. Après, il faut pas se cacher non plus. C'est clairement à viser pour les fans de la première heure. Hein. C'est du fan service, comme il y a eu avec Mad About You. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Mais bon, j'étais un peu réticent. Puis en plus de ça, comme j'ai vu qu'il y avait Jack Scott dans les rôles, donc le rôle du fils Freddy, ce gars-là, il porte pas souvent de chance à ses séries. Hein. Cooper's Barrett, Deception, pour ne citer que. Alors que je les aimais bien toutes les deux en plus. Attends, Deception, on parle bien du truc de produit par Berlanti avec le magicien. Ouais. Cameron Black, l'illusionniste. Oh non. Ok. Voilà, c'était rigolo. Oui, c'était rigolo. Pas vous parler là, je suis. Et Cooper's Barrett, on en avait parlé. C'était vraiment très cool et un peu con, mais ça marchait bien. Mais voilà, ça n'a pas été beaucoup plus long. Et sinon, j'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant. C'est justement, tu parlais de Life in Pieces. Et ben là, on a Zoe Lister-Jones dans le rôle principal. C'est Slip sur Roku. Là, par contre, en France, n'a pas. Si, OCS. OCS? Ah ouais. Ah bah voilà. Vous pouvez voir aussi. Génial. Comme quoi, c'est pas tendu du string. Non, effectivement. Et donc c'est une comédie un peu dramatique, un peu sombre justement, où on a Zoe Lister-Jones qui va jouer le rôle de May Cannon, qui est qui tient une galerie d'art et qui en fait vit dans une espèce de monde parallèle où en gros pour elle, elle vit dans un rêve, mais un rêve chiant. Et ses seuls moments d'évasion, c'est quand elle dort. Et sa vie, voilà, est pas super fun, toujours un peu répétitive. Son mec avec qui elle est depuis 13 ans, ça se passe pas toujours très bien. Ils font plus grand chose non plus. Et c'est la vie de tous les jours de cette femme qui en fait se découvre de plus en plus de petites névroses et des trucs où elle est pas très contente de ce qui se passe. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est même parfois un peu trash, mais puis surtout j'aime beaucoup Zoe Lister-Jones, donc ça a aidé quand même beaucoup à regarder ça. J'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant et j'ai vraiment envie de regarder le reste. Et c'était arrivé en avril dernier, j'avais pas eu le temps de regarder depuis. Voilà. Donc ça c'est
ce que j'ai fait dernièrement, ce qui est déjà pas mal. Hein. J'ai regardé les nouveautés, enfin des presque nouveautés. Ah, c'est carrément des nouveautés. Enfin, pour la diffusion française, c'est juste depuis 2 semaines, 3 semaines. Ah bon, facile, tant hein. mieux. Oui, c'est Tant juste mieux. depuis quelques jours. Voilà. Et puis, c'est tout de mon côté, c'est tout de notre côté. On va passer sur le morceau central qui est donc Chair de poule 2023 sur Disney+, la nouvelle série télévisée après l'ancienne et les films qu'il y a eu aussi entre deux. Donc Goosebumps de la série de livres de R.L. Stine. Oui. Stine, voilà. Oui. Où là on est sur une création de Rob Letterman et Nicolas Stoller qui est donc arrivé sur Disney+ le 13 octobre 2023. Il y a 10 épisodes et je pense que là on est à 6. C'est ça, on est à 6. Et c'est un épisode tous les vendredis. C'est ça. Voilà, donc personnellement je m'attendais à avoir un truc dans le même genre que la série de 95. Que bon, moi je me rappelle un peu les trucs et puis j'ai re-regardé quelques épisodes avant de commencer ça. Sauf que l'affiche qui est sur Disney+ et un peu partout me fait me dire non, ça va pas être ça, ça va pas être ça du tout. On a grandi plus ou moins. Donc ça c'est à discuter. Et donc là on est sur une histoire d'adolescent de force surnaturelle et voilà le passé qui ressurgit et des choses étranges et glauques qui se passent et même des moments où j'ai failli un peu vomir. Surtout un moment. T'as tout vu toi? Là j'ai vu les 6 épisodes en fait. Ok. Voilà, je suis à jour dessus. Ok. Parce qu'au début je pensais regarder qu'un seul épisode et puis j'ai compris qu'en fait c'était intéressant de regarder la suite. C'est effectivement un très mauvais plan de regarder uniquement le premier épisode. Combien d'épisodes vous avez regardé? Moi j'en ai vu 2. Et toi Mathieu? Et moi j'en ai vu 1,5. Et j'en ai vu 4. Voilà. Non franchement, en fait, si on s'était dit au départ, on regarde minimum un épisode, comme on le fait souvent, on regarde le pilote, etc. Sauf qu'ici, effectivement, ça aurait été une mauvaise idée de s'arrêter là. Oui. Parce qu'on aurait pu s'arrêter sur le côté souvenir de Chair de poule, enfin en tout cas pour ma part, où en gros Chair de poule c'était en fait une anthologie. À quelques exceptions près, c'était un épisode, un événement, un sujet, et on passait au suivant. Il n'y avait pas vraiment de fil. Pas vraiment. Donc voilà. À part avec Slappy, éventuellement, le narrateur. Oui, c'est ça. Comme on avait Eerie Indiana était plus proche de qu'on a vu la saison dernière, qui était plus proche du Chair de poule de 95 que ce qu'on a là maintenant. Voilà, clairement. Alors, qui sont les Snorkies et qui a envie de commencer à en discuter? Je peux le faire, mais moi, je peux me lancer. Vas-y, Sarah. Alors moi j'ai été, je sais pas si j'ai été agréablement surprise ou en même temps un peu déçue. En fait, bon déjà j'ai regardé la suite, c'est que du coup j'ai pas été si déçue que ça. J'en attendais pas grand chose. C'est le même réalisateur que les films, qui étaient sortis du coup Chair de poule 1 et 2 que j'ai eu le plaisir. Voilà, avec Jack Black que j'ai eu le plaisir de sortir à l'époque en DVD quand je travaillais chez Sony, parce que c'est une licence qui est détenue par Sony Pictures, parce que là c'est une prod Sony aussi pour Disney+, Sony Pictures Télévision, tout à fait. Et donc, bon, en voyant l'affiche, tu vois que c'est le même Slappy que les films. Déjà, donc ça te met quand même la puce à l'oreille. Tu vois aussi que c'est le même réalisateur. Alors moi, les films, je les ai vraiment pas aimés. Pour moi, c'était assez j'ai aucun souvenir à part Jack Black, j'ai aucun souvenir. Voilà, c'était quand même pas Jojo. Non. Moi, j'ai grandi avec les Chairs de poule. Alors les livres évidemment, et puis aussi la série qui me faisait quand même très peur quand j'étais petite. Et certainement que si je la regarde maintenant, j'aurais aussi peur. Donc, d'un côté, j'étais contente de voir que l'horreur était poussée un petit peu plus que sur les films, où là il y a quand même quelques petites scènes avec je veux pas trop spoiler, mais avec quand même des fantômes, avec des choses qui se passent, là où dans le film c'était vraiment bon enfant quoi. Les films en gros c'était 8-12 ans, alors que là c'était des souvenirs, c'est plus proche de la série d'avant en fait. Oui, c'est ça, exactement. J'en ai revu des épisodes de l'ancienne série.
oui, ça faisait peur, c'était dérangeant, c'était inquiétant, c'était voilà, mais c'était pas forcément non plus gore ou Oui, disons que dans les monstres, c'était pas des choses traumatisantes non plus. Non, Comme enfin, tu dis, c'était plus l'atmosphère qui était dérangeante, mais bon, tu pouvais regarder ça sans problème. Là, effectivement, en l'occurrence, moi j'ai eu plus l'impression de regarder à un moment comment ça s'appelle cette licence que j'aime beaucoup, en Destination Finale. Tout à fait, absolument. C'est vraiment une grosse vibe Destination Finale. Moi, j'adore Destination Finale, donc c'est un peu ça qui m'a tenue. Donc j'étais contente qu'il y ait ça. J'étais contente qu'il y ait des éléments d'horreur un peu plus adultes. Je suis contente de voir Justin Long, que j'adore, qui est aussi, lui pour le coup, maintenant fait quasiment que ça de l'horreur. Je sais pas si vous aviez vu son film Tusk, qui était horrible. C'est ça de Kevin Smith. Exactement, oui. qui moi m'a traumatisé pour le coup. Ah là, par contre, pour traumatiser, ça traumatise. Hein. Voilà, il était aussi récemment dans Barbarian, aussi sur Disney+. Donc voilà, on sent que généralement quand il choisit ses projets comme ça, il y a forcément quelque chose qui va se passer d'un peu plus glauque que juste les apparences. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu déçue qu'on soit pas sur le côté anthologie. Moi, j'aime beaucoup un petit peu à la Supernatural les séries d'horreur comme ça où voilà. T'as un épisode, t'as un sujet, t'as un monstre, et à la limite qu'il y a un petit fil rouge, tu vois, mais donc bon. Après, je n'ai vu que 2 épisodes. Il y a un fil rouge, effectivement. Tu sens que il y a quand même, quand tu regardes les titres des épisodes, un perso qui est traité par épisode, puis tu comprends ensuite qu'il y a les liens avec les parents, etc. Mais moi j'aurais bien aimé vraiment de la full anthologie avec des univers complètement différents. Donc je pense que je vais regarder la suite par curiosité, malgré tout. Ouais. Pour cette vibe, comme je disais, Destination Finale que moi je kiffe bien. Après l'autre déception, je vais laisser la parole, c'est vraiment qu'il y ait un jeu des acteurs très mauvais. Moi j'ai trouvé que les enfants, ou en tout cas les ados, jouent très très mal. Et ça, c'est un petit peu dommage. Eh ben, je vais te dire un truc. Mets-le en VF. Ah, ouais, non, mais ça, pour moi, c'est encore la VF, pire. Non, la VF fait gagner quelque chose, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, bon, parce que... tu sais quoi, je vais pas mourir bête, je l'essayerai l'épisode 3 en VF. Franchement, essaye. Moi, en tout cas, voilà, j'avais vu les 3 premiers en VO. Puis j'ai resté parce que j'aime bien regarder la VF. Puis en fait, j'ai continué en VF parce que je pouvais plus la VO. Ok. Ouais, voilà. parce que ça m'a fait un peu comme Désenchanté, même chose quoi. C'est vraiment, tu sens que c'est mal joué. Donc je tenterai la VF. Et puis le petit plus, je suis contente de voir un ex-acteur de Buffy contre les vampires qu'on n'avait pas vu depuis Buffy contre les vampires, qui est le père de Isaiah, je crois, c'est ça, le footballeur Isaiah. américain. Ouais. Voilà, son père c'est Forrest dans Buffy contre les vampires. Forrest, oui, de la saison 6, de la saison le mec 5, super bien sapé. Waouh! De l'initiative qui est le pote de Riley. Je l'ai vu, j'ai reconnu. Ah oui, direct. non, d'accord, non, j'y étais pas. Wow. Ok, donc le pote de Riley en saison 4. Le pote de Riley, saison 4, ouais, saison d'initiative. Non, je crois que c'était le principal en saison 6, ok, j'y étais pas. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, en fait, j'avais une impression de déjà vu, quoi. Non, mais j'ai dû le voir dans autre chose, genre Virgin River, j'en sais plus. Ouais, mais tu vois, j'ai vraiment tilté dans l'épisode, je sais plus quel épisode où il parle à son fils, je me dis, mais c'est Forrest, qu'est-ce qu'il fout là? Et surtout, il a l'air humain, pour une fois, contrairement à la fin de la saison 4 de Buffy. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais non, merci. faut pas dire plus. Ok, d'accord. Bon, mais je suis raccord avec toi par rapport au côté anthologique. J'espérais un peu ça, mais bon. J'en reviendrai là-dessus après. Mathieu. Ton micro. J'ai vraiment de mal à remettre mon micro. Ouais, bref. Oui, je vois ça. Je vais être un peu plus. Je suis un peu plus dubitatif, moi, où j'y allais de bon cœur, mais je pense que j'ai regardé l'épisode 1 dans un très mauvais jour, ce qui arrive, je suis désolé. Donc mon avis va pas être très objectif. Désolé. Je me suis dit, est-ce que je le revois? Et j'ai eu la flemme, vraiment, la vérité. Mais alors très franchement, par contre, depuis autant d'années, tu crois qu'on se fatigue à faire des avis objectifs? Non, mais bon voilà, je tiens à dire que je pense que j'étais très fatigué et que à mon avis, c'est pas très compliqué à suivre l'histoire et moi j'ai eu beaucoup de mal. Donc je pense que j'étais très fatigué. Oui, mais
J'en attendais pas grand-chose, hormis de vouloir découvrir la licence, parce que moi, les livres, c'était juste sur une étagère chez ma tante, donc j'en ai jamais ouvert un. Les films, je les ai pas vus. Et pourtant, ils sont toujours tous très bien, quoi. Et la série non plus. Donc j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et c'était l'occasion. Après, ça commençait bien la première scène. J'étais en mode ok, il y a un truc horrifique qui peut être sympa. J'aime bien que ça soit un peu plus pour ados et pas pour pré-ados. Ça peut donner un truc sympa. Mais en fait, je détestais tous les personnages dès la première scène. J'avais envie qu'ils crèvent dans atroce souffrance. Mais pas comme la série dont je vais attendre, qui meurt d'une mort lente et douloureuse. Vraiment qui clame vite. Et voilà. Alors, bon, j'ai même pas. Clams vite et mort lente et douloureuse, c'est un peu contradiction là. Mais ouais, c'est ça. Mais juste pour plus voir leur gueule. J'ai même pas compris qu'on suivait à la fois l'histoire des parents et l'histoire des enfants. Je l'ai vu dans le synopsis et dans l'épisode 2, je l'ai capté. Donc ouais, grosse fatigue. Après, dans l'épisode 1, on le capte pas trop, hein, je te rassure. Non. C'est Mais vraiment pour surtout ça, dans en fait, l'épisode 2. Je comprenais pas qui étaient les autres personnages et j'ai compris après que c'était leurs parents. Donc mais justement, c'est pour ça que quand on disait qu'il fallait pas juste se contenter du premier épisode, si tu regardes que le premier épisode, tout ça, cette partie-là, tu la perds et surtout tu finis sur un truc genre tu dis. Ok. Et c'est effectivement pas GG en fait, donc voilà, avis totalement subjectif, le premier épisode est absolument pas GG. Et je sais pas, j'ai aussi un truc qui m'a énormément dérangé, c'est l'écart d'âge entre les parents et les enfants dont je n'ai plus l'habitude. J'avais l'habitude avec les séries des années 2000, mais je pensais plus qu'on le faisait encore, et c'était très bizarre. Au moins, c'est pas comme dans Vampire Diaries où il y a une tension sexuelle entre les deux, mais c'est chelou. En tout cas, dans le premier épisode, c'est chelou. Et après, il y a des trucs que j'ai bien aimés, notamment dans le premier épisode, il y a une scène de football américain où un mec se fait poursuivre par des espèces de zombies qui crachent de la lave. Ça m'a fait gaulerie. J'ai bien aimé. Je trouvais les effets vite fait sympas. Après, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Pas du tout. J'ai lancé le deuxième et ça m'a saoulé. J'ai fait, allez, non, c'est bon. Terminé pour moi. Pourtant, le deuxième, je le trouve beaucoup mieux. Hein. Mais j'ai quand même un truc, c'est que un truc que j'aimais bien, c'était où je me dis tiens, ça me rappelle un peu Scream 5 et 6 dans le cast. En tout cas, la façon dont sont écrits les personnages en mode le Scream, ils apportent tous un truc quelque chose. Il y en a un qui est en mode c'est comme dans les films d'horreur, etc. Je me dis ok, ça c'est une licence que j'aime bien, je suis en terrain connu, je peux m'amuser avec ces codes d'horreur là. Mais dans Scream, les personnages sont attachants. Et là, je les ai pas du tout aimés. Bah, c'est ce que je disais juste sur WhatsApp juste avant. Il y a un côté Scream, mais la version MTV de il y a quelques années là. Ouais, je l'ai pas vu. Il y a ce côté-là un peu pop en fait du slasher. J'y ai pas pensé. Scream Queen. Scream, la série, The TV Series. La série qui était sur Netflix. Ouais, je vais aller voir ça. Oui, la je me musique rappelle. Aussi. J'ai pas pris de notes, je suis désolé, mais c'est de la musique que je peux écouter, mais c'est totalement à côté de la plaque, la BO. Bah dans le premier épisode, si. J'étais en mode, mais vous pensez que. T'es sûr que t'as vu le même? Ah, mais oui! J'étais en mode, mais c'est pas possible, mais personne n'écoute ça au lycée, les gars, non, vraiment pas. Si, mais. Enfin, la musique de fête, enfin, peut-être le truc quand ça arrive en 2023 et qu'ils mettent en espèce de simili Imagine Dragons et tout ça, j'ai levé les yeux au ciel. Exactement. Oui, mais la musique de la fête, ça cadre. Hein. Bah, je trouve, ouais. Allez, pour te calmer un petit peu, alors Mathieu, qu'il a 38 ans, hein, mais voilà. Pour te calmer un petit peu, Mathieu, tu as un bisou de la part de Sarah sur le chat. Bisous, Sarah. Voilà. Mais pas la Sarah là. Oui, j'ai pas fait de bisous, moi. Et merci du follow, d'ailleurs. Mais non, j'ai pas aimé, je suis désolé. Ouais, peut-être que la fatigue doit jouer aussi, parce que... Enfin, après, encore une fois, c'est tout à fait subjectif, mais moi, le premier épisode, le problème que j'ai avec c'est que au moment où ça commençait à devenir intéressant et bien, il coupe. Et là, j'ai dit, mais non. Et c'est là où je me suis dit, attends, ce que je vais faire, c'est vraiment mon premier truc, je vais regarder le deuxième, on ne sait jamais ce qui va se passer, peut-être que, voilà, j'espère qu'en fait c'est un double épisode. Puis moi j'ai compris qu'en fait, non, le côté anthologique, tu peux oublier. D'un côté... Je suis pas d'accord. Enfin, tu peux oublier, si, un peu plus que par rapport à l'ancien quand même. Oui, par rapport à l'ancien, oui. L'ancien, c'était vraiment des personnages différents. Voilà. Mais là, le lore est réintroduit, en fait,
sur toute une saison avec tous les personnages qu'on retrouve dans la même saison. Donc en fait, c'est faire des épisodes semi-indépendants avec tous les personnages qui sont présentés dans le premier épisode. Mais c'est ça, c'est semi-indépendant, on n'a plus le côté anthologique, et c'est ça qui m'avait perturbé au départ. Mais le côté musical, je trouve qu'il est quand même plutôt bien utilisé. C'est plutôt sympathique. Bon, après, il y a aussi du Dalinch Tales dès le deuxième épisode, donc forcément ça aide. Hein, moi, c'est ce qui m'a remis. Voilà, c'est ça. Tu as piqué la réplique à Sarah, en fait. Elle l'a pas dit, donc je le reprends, mais parce que c'est vrai. C'est bien choisi. Et le premier truc que tu entends, c'est REM en 93, avec la voix de Kurt Loder, qui est l'animateur célèbre de MTV. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc tu as déjà une mise en scène de 93, parce que ça, voilà, il y a un truc qui se passe en 93, on va pas tout cacher non plus, et on a un écart de, bah oui, je l'ai dit en français québécois. J'adore le début, le cachage. Et après, j'aime beaucoup la gâche aussi, la brioche. Ah oui, c'est très très bon. C'est très bon. Et puis on te passe donc justement en 2023, et là on te remet une autre musique avec le même décor plus ou moins, et là tu dis, ok, tu sais que t'es en 2023, bon, voilà, c'est facile. Ça, c'était un peu le truc où je me suis dit dès le début. En fait, ce qui est dommage, c'est que ils n'ont pas compris, j'ai l'impression, aujourd'hui, les studios, qu'on n'a plus le temps de se taper 2, 3, 4, 6 épisodes, et qu'aujourd'hui, alors nous, on est passionnés, on le fait, etc., mais je pense que le grand public, aujourd'hui, si t'accroches pas sur un pilote, bah en fait, t'accrocheras pas et tu regarderas pas la suite. Et moi, ça me rend ouf qu'on doive se dire encore, il faut regarder le 2e, le 3e, le 5e épisode pour commencer à accrocher. Parce que, en fait, du coup, c'est pas comme, je sais pas, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça. Breaking Bad, oui, la saison 1, elle était pas ouf. Tout le monde t'avait dit, accroche-toi. À la limite, tu peux t'accrocher, il y avait rien d'autre. Mais, je veux dire, aujourd'hui... c'est compliqué, Non mais franchement, c'est dommage de pas mettre vraiment toutes ces billes dans un pilote qui a été, je trouve, comme vous avez dit tout à l'heure, quoi, pas GG pour citer Flo, mais surtout c'est moche. Et moi, dès le début, j'ai pas été convaincue par les gamins. Comme je l'ai dit, déjà, je les trouve beaucoup trop vieux. Ils ont des voix hyper graves. Encore une fois, moi les gens de 30 ans qui jouent des adolescents, j'en peux plus. Et puis surtout... Ce truc de mise en place de 1993, ouais. Le mec grunge machin qui met sa capuche, qui marche dans une flaque d'eau qui lui arrive au niveau du genou. Frère, personne ne fait ça dans la vraie vie. Personne ne marche dans une grosse flaque d'eau volontairement comme ça pour rentrer chez soi après, quoi. Et puis après... T'as déjà fait Willow of Green? Parce que c'est clairement ça. Oui, mais t'as pas le choix. On est d'accord. Là, il pouvait faire un pas de côté et éviter la flaque. Moi, déjà, ça m'a saoulé. Et en plus de ça, c'était un petit peu trop caricatural. Et alors, j'ai même regardé Olivier en disant, mais ils se sont pas foulés sur la typo du 93 et du 2023. Même la typo, elle est chum. On dirait juste un Arial fine tout pourri. Je dis, putain, les mecs, c'est... Oui, mais... c'est Chair de Poule, t'as envie de donner une atmosphère, t'as envie de donner envie aux gens qui ont vu ça avant et au nouveau, et créer un univers, quoi, je sais pas. Non, c'est vrai que, en fait, les premières images, donc il y a ce truc-là, j'aimais bien entendre, voilà, RM, tout ça. Par contre, quand ça a commencé avec Sony Pictures, machin, le décor et le filtre qu'ils ont mis sur l'image, j'étais là, avec même, bon, je sais pas vous, mais moi, il y avait les bandes noires, c'est un peu cinématographique. Non, c'est chez moi aussi. Ok. J'étais là, mais merde, c'est une série. C'est pas un film. Et là, je me suis dit, t'es encore en train de faire un truc qui est, comme j'en ai parlé il y a 2 épisodes, ça va pas. T'as l'impression que voilà, t'as un film en découpé en plusieurs parties. Bon, après, t'as le côté écriture qui est un peu plus sériel, mais quand tu fais ça, ton pilote, tu le soignes au moins dans son final. Parce que le final du premier épisode, t'es juste en mode, je vais voir la suite parce que voilà, t'es en mode, ouais, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ça, mais aussi pour ça qu'ils ont diffusé 5 épisodes d'un coup. C'est que les premiers, là, le début, voilà, tu dois le regarder en pack de 5. Mais bon,
Ouais, mais comme le dit Sarah, tu n'as pas forcément le temps de Oui, regarder. mais bien sûr, regarde, je l'ai pas fait. Attends, Je l'ai pas fait. c'est, Je vais parler bon, ça va, de le format, il est quand même bien. C'était un format 50 minutes. Ok, c'est très bien. Mais tu te dis, je regardais 5 épisodes pour voir un peu de quoi ça parle. Non, non. T'en es parti pour 5 heures, quand même. C'est la moitié de la saison. Et puis, il y a le côté, le streaming les a gâtés parce que si ça avait été diffusé sur ABC, ça aurait été sans doute annulé après 3 épisodes. Ouais, mais c'est Voilà. ça. Là, ils ont un peu le truc du c'est le streaming, les gens sont habitués. Et c'est peut-être comme ça, hein. On est peut-être des vieux cons aussi, hein, j'en sais rien, mais. Je pense que c'est la problématique. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, fonce. Je disais, je pense que c'est la problématique aussi d'avoir mis un réalisateur de long métrage sur la réalisation d'un pilote de série. C'est le seul épisode qu'il a réalisé, vraisemblablement, Letterman, et il n'a jamais fait de série avant. Et je trouve que peut-être que ça, c'est risqué, en fait, parce qu'à mon avis, il a dû le traiter aussi comme un long, sans peut-être comprendre les enjeux aujourd'hui de l'importance d'avoir un pilote fort, dans lequel il faut qu'il y ait des choses. S'il l'a traité comme un long... C'est parce qu'on lui a demandé aussi. Il a coécrit le premier épisode avec Nicolas Stoller qui produit la série. Il a coécrit aussi le final. Je ne sais pas s'il le réalise. Ouais, on sait pas. En tout cas, de ce que j'ai vu sur IMDb, il a fait que réaliser le premier pour l'instant. Donc, ouais. Et on sent la différence entre le premier et le second. Alors, je sais pas pour les autres, mais il y a une vraie différence au niveau de la réalisation, quoi. Donc ça, c'est aussi. Après, le gars, il est habitué à faire. Oui, du rythme, de tout. Après, quand le gars, il est habitué à faire Gang de requins et qu'il passe. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes sa filmo, c'est assez étonnant, quoi. Très. C'est vrai, effectivement. Donc, par contre, Florian, toi, tu en as vu 4 épisodes. C'est ça. Mais je suis un peu frustré parce que je pensais que en fait tout le monde aurait maté un tout petit peu plus que 2 et en fait pour avoir un tout petit peu un pied d'égalité. Ce qui veut dire que moi mon rapport à Chair de Poule est très très différent de vous trois. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans mon portrait en série, j'ai grandi en étant une flippette. Donc j'ai mis des années avant de regarder Au-delà du réel dans l'ordre et qui était mon péché un tout petit peu anthologie horrifique et tout ça, et c'était un tout petit peu comme ça que j'ai découvert le genre et un tout petit peu les tropes du genre avec The X-Files. Et Chair de Poule, comme je ne regardais pas KD2A, j'ai grandi avec sa cartoon et j'étais entièrement dévoué à tout ce qui était animation à l'époque. J'étais totalement indifférent à la série de France 2. Sur France 2, et j'étais aussi indifférent plus ou moins je les voyais dans la bibliothèque de mon CDI, je savais que c'était très, comme Harry Potter à l'époque, c'était très populaire, j'ai jamais été attiré par ça, donc là j'ai vraiment regardé parce que c'était le thème de cet épisode, et donc je m'attendais à ce que on en parle un tout petit peu, donc j'ai aucun, j'y ai été franchement. Voilà, non, j'y étais franchement en n'entendant rien du tout, parce que t'as pas vu les films? J'ai pas vu les films, j'ai pas vu la série, j'ai pas vu les livres, etc. Enfin, l'univers ne m'intéressait pas quand j'étais au collège ni au lycée, donc j'ai pas cette nostalgie-là. Donc, quand j'ai regardé le premier épisode et les épisodes suivants, c'est clairement, je pense c'est peut-être, je trouve que c'est moins ambitieux en fait qu'un film découpé en chapitres. Je pense qu'il y a quand même un côté écriture série, mais je rejoins tout à fait le côté destination finale, où en fait les filtres et la photographie et le fait que ça soit tourné au Canada, ça en fait un mix entre destination finale et les épisodes moyens de Riverdale, et il y en a un sacré paquet d'après ce que je comprends. Du coup le premier épisode en fait c'est vraiment un truc très très fonctionnel. Il y a une super séquence à la fin, donc où j'ai trouvé les effets spéciaux assez cool, où j'étais même très surpris en fait de la production value à y mettre. Je trouvais que ça c'était très très bien emballé, mais je trouve que pour un premier épisode en fait le mystère est posé de manière beaucoup 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 trop timide. Donc il y a très très peu de choses pour donner aux gens, pour donner envie aux téléspectateurs de regarder la suite. Et les ados qui sont présentés dans le pilote, en fait, sont des têtes à claques. Et comme dans Destination Finale, tu as envie qu'ils crèvent très 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 vite. Donc, heureusement, j'ai regardé les 3 premiers épisodes à la suite. Même pendant les 2 premiers épisodes à la suite, et ensuite les 3 et 4 ce soir. J'ai été un tout petit peu plus rassuré par la suite, mais malheureusement, le 3e épisode
celui qui est avec donc le personnage queer de la bande, est le meilleur des 4 que j'ai vus. Et c'est là où il y a un mini potentiel et où peut-être on sent que les scénaristes en fait ont un tout petit peu de fun et que ça s'est un tout petit peu vu à l'écran, notamment avec une idée en fait qui est reprise dans le 3e épisode et qu'on voit dans la fin du 2e épisode. Donc vous verrez, vous pouvez pas la louper. C'est la fin du 2e épisode. C'est quoi l'idée ? C'est quelque chose qui est en lien avec un célèbre prank des cérémonies de Nickelodeon, tu sais, les Teen Choice Awards. Tu sais, quand on se fait asperger en fait de gelée de slime. Mais là, il y a un tout petit peu le même genre de truc. Et je pense que c'est typiquement le genre d'idée. Moi, ça m'a fait marrer. Le 3e épisode, la manière dont c'est réutilisé m'a fait marrer. Mais en plus, c'est à peu près une des idées où je me suis dit, là, il y a de l'idée, il y a eu un peu de réflexion. Chaque épisode, en fait, part d'un personnage et aussi part plus ou moins de la même soirée d'Halloween. Et il se passe des trucs chelous à chacun des personnages. Ce qui pourrait sembler très très limité et un tout petit peu machin. Et c'est le 3e épisode où j'ai vu qu'il y a un tout petit peu plus d'idées, où on se dit, ok, restez avec moi, j'arrive un tout petit peu à jouer avec la temporalité de manière un tout petit peu maligne. Mais le slime, c'est le truc du billard, là ? Tout à fait. Et mais c'est repris. C'est à la fin du 2e épisode. Et c'est quelque chose de majeur dans le 3e épisode, qui est aussi qui est aussi le meilleur de la série, parce qu'il réutilise ça non seulement il réutilise la temporalité de manière assez smart, que même moi, j'ai été convaincu parce que je levais les yeux au ciel quand j'ai réalisé de quoi le 3e épisode allait parler, et ensuite j'ai été convaincu à la fin de l'épisode. Et le 4e épisode, en fait, rebascule dans un côté, horreur fantastique pour les jeunes, mais en même temps rajoute une couche de fil rouge et essaie de développer les personnages des parents qui sont encore plus, si c'est possible, encore plus clichés en fait que les gosses. Et en fait, on n'en a rien à faire en fait. Donc du coup, je pense que le fil rouge en dehors du personnage de Justin Long, qui est relativement fun à voir. Enfin, je pense que c'est peut-être le seul personnage qui est relativement bien exploité sur les 4. L'acteur dont les capacités sont bien exploitées. Justin Long, il est vraiment très très bon dans ce rôle. Mais je pense que c'est très très timide pour le genre, et que même en promettant en fait de l'horreur, on va dire un peu plus teen et un peu plus kiddie friendly, je pense que les motifs et les thèmes qui sont abordés sont vraiment très 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 survolés et vraiment pas au niveau en fait du soin qui est apporté, on va dire, à la production et au soin qui est apporté à l'exécution, aux effets spéciaux, à ce genre de trucs. Et au point où, en fait, dans les 2e, 3e et 4e épisodes, les dialogues, il y a une ligne ou 2 lignes de dialogue qui expliquent le propos que les scénaristes veulent faire passer. Ce qui, pour moi, est en nono, en fait. C'est vraiment un truc à ne absolument pas faire. Donc, c'est un truc que je trouve très, très cousu de fil blanc, très prévisible et vraiment très oubliable à la fin. Ce qui est très dommage parce que, encore une fois, je parle pas de Rob Nelterman, mais Nicolas Stoller, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui sait écrire. C'est quelqu'un qui sait écrire aussi des séries. C'est quelqu'un qui a écrit Platonique, qui a été diffusé cette année sur Apple. Donc TV, on sait qu'il sait écrire des séries, on sait qu'il sait écrire des comédies. Et je pense que c'est pas assez fun en fait par rapport à ce que ça pourrait être. Et le 3e remplit à moitié cette proposition, et le 4e en fait retombe dans quelque chose que je trouve assez soporifique. Ouais, mais par contre le 6e il est fou. Je le dis tout de suite, il est fou. Je vous dis pas de quoi, machin, rien du tout. J'essaie de ne pas spoiler, mais je l'ai trouvé franchement fou. Moi, ce que j'ai aimé en fait dans cette version-là, parce que globalement j'ai aimé. Au départ, j'étais en train de me dire justement que le premier épisode, ouais, ok, bon, il y a des choses que j'ai déjà vues, il y a rien de très machin. Puis Justin Long, effectivement, moi. J'adore le voir jouer, il a un côté fou, un peu cartoon parfois, et même dans ces trucs un peu plus sérieux. Et
le côté un peu prévisible en fait m'a plu parce que il y a des choses sur lesquelles je m'y attendais et c'était un peu pas rassurant, mais toi il y a un petit côté, je retrouvais un effet série télévisée d'horreur facile à regarder ouais c'est du facile à regarder, c'est du easy watching clairement et Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. et très franchement j'en demande pas plus. Là tout de suite par rapport à ce que ça propose. Le 3e épisode effectivement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le 4e m'a un peu plus dérangé, mais j'ai l'impression que ce qu'ils ont essayé de faire aussi, c'est que autant c'est raté dans le premier épisode, ils ont essayé de faire en sorte que les dernières secondes soient une espèce d'accroche pour le suivant, mais de façon parfois un peu maladroite ou un peu surprenante. Ça dépend un peu de la façon qu'on a. Hein. Le premier épisode, clairement, la fin, elle est ni surprenante ni quoi que ce soit. Elle est juste, on se dit, ben, Le deuxième Perso, c'est la fin du premier épisode est à peu près le seul truc qui m'a à peu près surpris en fait. C'est le même truc qui m'a poussé comme toi à se dire tiens je vais regarder le deuxième parce que je m'y attendais pas trop. J'ai dit tiens ça pourrait être fun. Ouais, mais malgré tout, tu te dis si ça se termine comme ça, voilà, il y avait un entre-deux. Le deuxième épisode, la façon dont ça s'est terminé, moi j'étais là, je fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai éclaté de rire. Non, franchement, j'ai éclaté de rire. C'était très réussi pour moi. J'ai éclaté de rire parce que je trouvais ça drôle, bien réussi. Il y a un côté, une balance. Ils essaient d'avoir toujours une balance entre le côté surnaturel, le côté drôle, mais pour pas tomber trop dans le trop dark non plus, parce que ici c'est quand même pour les adolescents, donc faut pas non plus qu'on fasse un truc ultra gore. Je suis désolé, mais la fracture. Je voulais pas voir ça. Pas comme ça, en tout cas, c'est personnel. Les effets spéciaux, oui, l'espèce d'armée, de footballeurs des enfers, ça marchait bien. Par contre, dans le deuxième épisode, la transformation, entre guillemets, pour essayer de toujours survoler un peu, pour pas trop aller dans le fond, je la trouvais dégueulasse. Oui. Non, on est d'accord. Alors que le masque dont est tiré le titre de l'épisode marche super bien. C'est ça, mais en plus, le gros problème, c'est que à quoi ça sert d'avoir cette transformation-là alors que tu gardes juste le masque, ça marche. Ça fait peur, ça marche. Non, mais même, enfin, pour moi, le masque, enfin, pour moi, c'est vraiment un truc, on te présente ça, c'est cousu de fil blanc. Et je veux te dire, enfin, Sarah, Fred, enfin, vous avez tous grandi avec Buffy. Moi, enfin, j'ai découvert Buffy sur le tard, etc. Mais clairement, les scénaristes de Buffy, en fait, auraient réussi à en faire quelque chose sur 42 minutes qui aurait été, mais alors 3 fois mieux écrit et qui aurait surtout mieux présenté le personnage dont il est question. Ouais. Que, en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que non seulement comme les comédiens sont fades, mais en plus, les personnages, je les trouve uniquement présentés avec on va dire le machin qu'ils vont trouver dans la maison en fait qui va leur jouer des tours. Et en fait c'est ça, j'ai l'impression que c'est des personnages fonction en fait. Tiens, il y a ça du lore, tiens ça pourrait aller avec ce personnage pour adapter genre ce thème. Oui, c'est que par le prisme en fait de tout à fait. Ouais. C'est un prisme en fait, mais c'est du coup si tu réfléchis un peu trop, c'est vide, ça, pour moi c'est décevant quoi. En fait, le souci, je pense, qu'il y a là-dedans, c'est que, bon, de base, il y avait le côté anthologique où tu n'avais pas à t'accrocher au personnage, tu t'en foutais, etc. C'était interchangeable, justement. Là, ils ont gardé le côté interchangeable sur des personnages qui ont réutilisé, justement. C'est un peu con. Mais j'y ai trouvé, moi, un truc qui m'a plu aussi dans ce côté-là, parce que tu te mets du côté, en fait, du côté surnaturel, du côté de méchant. T'as limite envie qu'en fait, le mal gagne. T'as envie de voir qui gagne, t'as envie de voir ce qui va se passer. C'est une autre façon de le voir. Après, c'est clairement une question de mauvaise écriture. Hein. Non, excuse-moi. Mais il y a un truc que j'ai aimé dans ce truc-là, que j'ai retrouvé, et je retrouve en fait dans l'affiche de la série. Je sais pas si vous connaissez le jeu Until Dawn. Non. Oui. Voilà. J'ai vu Until Dawn. Les personnages m'en fous. C'est des tata-claques. Mais malgré tout, au bout d'un moment, t'as envie de voir ce que le méchant va faire, mais en même temps, t'as pas envie que les autres meurent. Il y a une ambivalence comme ça, et le fait qu'on voit un épisode, un personnage, un épisode, un autre personnage, et différents liens qui vont ramener vers un point central, j'ai vraiment vu un côté jeu vidéo là-dedans. J'avais envie de prendre la manette et me dire, ok, laisse-moi faire, je vais le faire moi-même. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que Until Dawn, c'est pas super bien écrit.
Mais comme tu t'es Oui, en train de c'est jouer, assez satisfaisant, quoi. c'est satisfaisant. J'avais parlé d'en phase B de The Quarry, des mêmes créateurs. C'est un peu la même chose, sauf que The Quarry était quand même beaucoup plus dark et beaucoup plus sombre dans ses thèmes. Mais ça fait vraiment, ouais, enfin c'est le public visé, hein. C'est premier pas dans un surnaturel presque slasher. Ouais, moi ça m'a un peu rappelé aussi, et c'est vrai ce que je veux dire, Riverdale au début. Ben, c'est ce que disait Ouais, François. tu vois, François, et même au-delà de Henri. Riverdale, François-Henri, la suite aussi qui était Sabrina, où c'est aussi Ah oui, le nouveau Sabrina, ouais. voilà, les aventures de Sabrina, qui était assez dark. Moi j'adorais cette série, hein, pour le coup, les premières saisons étaient chouettes, mais avec cette espèce de lien entre les adolescents, un peu gnangnan, que t'as envie de baffer, et t'as juste envie qu'ils s'en prennent plein la gueule en fait. Mais pour ça, il faut avoir un méchant charismatique, il faut avoir un méchant que tu as envie de voir gagner. Parce qu'en fait, le déséquilibre qu'on a dans Chair de Poule là, c'est que oui, les ados ils sont nuls, mais en même temps, le méchant il n'est pas non plus. C'est pas un Satan que tu as envie de voir, Ouais. tu vois. Donc, Attends bon, l'épisode 6. j'attends la suite que je vais regarder en VF du coup, mais bon. Franchement, regardez-la en VF. J'espère que effectivement ça va. Même si J'espère pour toi, tu me diras. Oui. Ouais. Voilà. Mais J'ai pour pas regardé de série en VF depuis des années, hein. Donc Le coup c'est de vraiment la un VF. effort que je vais faire. Non mais le coup de la VF qui rend certaines séries meilleures, c'est pas la première fois. Ça va surtout du côté de l'animation, pour être franc. Hein, Cuphead est meilleur en français qu'en VO. Désenchanté, je le déteste en anglais, je l'adore en français. Donc, alors que derrière il y a des voix quand même très très bonnes en anglais. Et ici je me suis dit, bon, de toute façon j'allais le tester en français quand même. Et puis j'ai fini par, je me suis dit voilà, j'ai regardé les trois premiers épisodes 2 fois. En VO et VF, et puis après les autres je regarde plus en VO en fait. Non, mais alors, sur ce genre de série, ça me gêne moins. Parce que sur des séries d'animation, la problématique que je vais avoir, c'est qu'en fait, on va perdre une partie de l'humour, une partie aussi du contexte culturel, etc., qui parfois est pas très bien traduit. Moi, c'est au-delà des voix, en fait, parce que tu peux avoir d'excellents... par exemple, les Simpsons, je regarde en VO. South Park, je regarde en VO, alors que la qualité de la VF est très très bonne, mais il y a quand même une certaine déperdition dans la trad, tu vois, assez souvent de l'humour, qui moi me gêne, parce que je regarde ces séries-là qui se passent aux États-Unis, donc j'ai un contexte américain, un contexte culturel Ouais, américain. Donc, mais là, sur Chair de Poule, on s'en fout, donc voilà. Ouais, c'est un truc Je ado, finis. donc ça passe très très bien. Oui, hein. voilà. Flo, tu veux... Ouais, juste pour revenir, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le problème en fait avec le fait que tu veux voir un tout petit peu le bad guy un tout petit peu gagner, c'est que effectivement le bad guy de Chair de Poule n'a pas toutes les cartes en main, donc il y a une quête qui lui est donnée, qui est un tout petit peu relou, mais en fait le problème, c'est que les personnages dans leur épisode indépendant ne sont pas assez challengés, et que comme les thèmes qui leur sont donnés et on va dire les challenges qui sont censés les rendre plus identifiables aux yeux du public, de leur dire voyez en fait ce que rencontrent ces personnages-là en fait dans un lycée canadien idyllique en fait au bord d'un gros lac. Ce sont des gens qui ont voilà les mêmes tracas que les lycéens d'aujourd'hui, etc. Comme ça, c'est relativement raté ou relativement balourd. On a envie qu'ils soient un tout petit peu plus challengés et poussés dans leur retranchement. Et en ce sens, il n'y a que le 3e épisode où j'ai senti que c'était un tout petit peu ça. Ouais, je comprends. Par contre, un dernier point que j'ajouterais, moi, sur un truc que j'ai aimé et que j'étais surpris parce que c'est le générique, en fait. Le générique, je l'ai trouvé assez classe. Très court, mais efficace. Ouais, c'est vrai que il m'a vachement rappelé, il m'a rappelé à la fois Premier Contact et le générique de Daredevil. Ah ouais. Ouais. C'est quoi avec Daredevil là, que tu t'as... Bah c'est vraiment le côté, tu vois, truc qui coule, parce que tu sais, le générique de Daredevil, c'est Daredevil où il y a la justice avec le sang qui coule comme ça. C'est ça. Tu vois, c'était vraiment ce côté un peu
un peu stylisé, sauf que là c'est avec de l'encre, et du coup c'est aussi pour ça que ça m'a rappelé Premier Ouais, Contact. franchement, j'ai trouvé qu'il était efficace, ça marchait bien. Ça collait en fait avec l'image qu'ils essaient d'en avoir dans cette version-là, contrairement à la version originale où là Oui, c'était. avec le slime vert dégueulasse. Voilà, c'est ça, c'était du slime. Là, ils ont mis ça avec de l'encre. Bon, ouais, voilà, c'est deux périodes différentes, hein, deux publics différents, clairement. Mais bon, en soi, c'est pas regardable du tout. Franchement, ça se laisse vraiment très très bien regarder. C'est assez fun souvent, mais il y a quand même un problème d'écriture, peut-être parce que, je sais pas, la commande veut que, ou le public visé, ils se sont dit, bah, voilà, je sais pas. Je pense qu'ils s'amusent pas assez. Je pense que enfin Rob Letterman, comme Sarah disait tout à l'heure, il vient de l'animation, donc il est censé mieux manier le fun et le côté horreur, le côté horreur et le côté voilà frisson et voilà entrer dans un genre. Mais c'est ça quoi. Il y a quelque chose qui manque et je trouve que c'est super dommage de devoir dire voilà. Enfin aux auditeurs et aux gens qui écoutent, bon voilà, le premier est pas GG, mais surtout accrochez-vous jusqu'à minima le 3 et vous allez voir le 6 c'est génial. Donc ça veut dire que bon faut caler 4 heures quoi. Faut caler 4h30 quoi. Très pour franchement, une série... Pardon, vas-y. Ouais, je pense que essayez de dépasser le premier épisode parce qu'effectivement la fin laisse trop de questions et une sensation de pas bâclé, mais de comment dire, on reste sur sa fin, mais pas de la bonne façon. Regardez au moins les 2 premiers épisodes, et si vous accrochez pas aux 2 premiers épisodes, je pense que la suite, il y a peu de chances que vraiment vous accrochiez quoi. Vraiment. Après, je pense que pour une cible adolescente, ça fera le job. Non pas qu'il soit moins exigeant, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a des codes, etc., qui sont peut-être un petit peu plus dans l'air de la série pour cette cible-là. Et après, non, moi j'allais demander un truc. Est-ce qu'on sait si c'est confirmé pour une saison 2 ? Non, pas à ma connaissance, non. Donc là aussi, pareil. La diffusion n'étant pas terminée, je pense qu'ils doivent attendre le retour. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est à la fois diffusée outre-Atlantique, qui est à la fois dispo sur Disney+, et sur Hulu. Donc ils ont fait le à cheval sur les deux programmations parce que donc Disney Plus a on fait un truc Halloween Scares etc et Hulu a sa propre programmation et Disney s'est dit tiens c'est mieux, ça serait bien de caler ça pour les abonnés des 2 plateformes. Et donc, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois même que ça a été diffusé sur ABC ou sur Freeform ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a peut-être une preview en fait. Oui, peut-être ça ils le font de temps en temps. Le truc sur lequel je veux insister, le truc sur lequel je veux insister, c'est quand même j'ai trouvé, enfin le truc qui m'a peut-être le plus surpris, c'est vraiment la musique. Je me dis, ils doivent avoir un budget musical limité. Il y a du Billie Eilish, il y a du Proclaimers, il y a du REM, comme disait Sarah, il y a du Nin. Après, c'est peut-être des artistes Sony Music. Ouais, je pense. Non. Enfin, Billie Eilish, c'est Interscope, etc. Non, mais ils ont. Enfin, clairement, ça a dû. Enfin, déjà, rien que pour REM, en fait, ça quand même. Enfin, voilà, quoi. Ils ont pas dû faire ça n'importe comment. Donc, ouais, il y a quand même de bonnes surprises. Personnellement, il y a une artiste qui s'appelle Kalo, en fait, que j'ai, entre guillemets, redécouvert sur ça. Ouais. Donc, ils sont quand même assez branchouilles. Et c'est ça, il y a un côté MTV qui se sent dans la musique où je sentis qu'il y avait plus de soins apporté dans les illustrations musicales que dans l'écriture en fait. Donc je sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de dire voilà, ça c'est fun en fait. Je veux avoir du divertissement léger et fun et je l'ai pas. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on sait si c'était une commande ou si c'était une prod et ensuite qu'ils ont essayé de vendre, on sait pas. Hein. Je crois que c'est directement, enfin c'est Disney Plus qui a pris la série, mais je crois qu'elle a été clairement une commande. Hein. Oui, enfin, je pense qu'elle a été proposée à plusieurs diffuseurs et c'est Disney Plus qui a eu la timbale en fait, mais ça n'a pas été spécifiquement développé chez Disney Plus. Oui, ok. Ouais. Mais c'est vrai que tu disais dernier point là-dessus, la musique avec quand on illustre 93, ils ont été choisir REM, très très bien, mais ils n'ont pas été choisir la plus connue. Non. Et je me dis, c'est cool parce qu'on a évité d'aller chercher un truc qu'on a déjà entendu 1 milliard de fois. Même celle de Nin, c'est pas forcément une des plus entendues dans les séries. Pas du tout.
il y a des morceaux qui sont connus parce que tu les as entendus peut-être actuellement, sur TikTok, etc. Mais il y a des trucs où tu dis, il y a eu un choix, il y a eu une curation, il y a eu un truc derrière. C'est peut-être Et moins finalement- cher aussi. Hein. Ah bah oui, peut-être, mais c'est Mm. d'un côté, Mais moi en je tout m'en cas, fous. c'est bien. Non, mais moi je C'est trouve ça bien. très très bien. J'avais pas entendu Ah oui. ce morceau d'Anne Chase dans. Ah non, mais pareil, j'ai entendu, j'étais, oh tiens, C'est oui, tout le temps effectivement. Closer qu'on entend, quoi, c'est tout. C'est ça. Voilà. Effectivement. Non mais voilà, mais par contre oui, du fun, bon, j'en ai quand même globalement eu moi sur les 6 épisodes, donc tout n'est pas à jeter. Après, Non. j'attends de voir la fin et de savoir si effectivement il y a de quoi créer une saison 2 ou en tout cas de finir Oui, correctement c'est ça. une saison 1. Non, Disons que je pense qu'il y a du potentiel. Il y a assez de potentiel pour que la fin de saison 1 soit meilleure que le début. Mais il faut quand même un peu s'accrocher, quoi. En tout cas Disons que jusque-là, Pardon, je Oui. conseillerais peut-être effectivement aux auditeurs d'attendre l'annonce d'une potentielle saison 2, histoire de se dire, tu vois, bon bah si on se lance et qu'on n'accroche pas trop, on peut s'arrêter quoi. Parce que c'est sûr que si tu vas te mater 6 épisodes et que t'accroches au bout du 6e épisode pour qu'au final on te dise, bah en fait non, il y avait qu'une série, une saison. Moi personnellement, enfin. après j'ai pas dit que j'avais accroché j'ai juste dit que le 6e était meilleur, mais Non, globalement, mais je veux dire, c'est dès pour le illustrer ce que deuxième disait Flo tout à l'heure. ouais. Tu vois, où Mais dès c'est, le tu deuxième vois, dans la épisode longueur. et la moitié du deuxième épisode, j'étais là, je fais ok, il y a un truc qui me plaît, qui a été un peu gâché, j'avoue, par la transformation qui n'était pas nécessaire. Oui. Mais ça, c'est un avis tout à fait perso. Mais ouais, il y a à voir. Et puis peut-être que s'il y a une saison 2, peut-être qu'ils vont se dire, bah, ok, on a fini en saison 1 avec les 10 épisodes, on a fini une histoire. Et saison 2, ce sera une autre histoire, un peu à la American Horror Story. Ouais. Mais pour les ados. Ouais. Peut-être. Et peut-être Ou avec prêt- Evan Peters pour la prochaine saison. Ou Henri Cavill pour faire plaisir à Sophie. Hein. Evan D'ailleurs, Peters, j'ai pensé- il a encore une tête d'adolescent et il a l'habitude de faire ce genre de truc. Donc, C'est vrai Non, que mais c'est je sais pas vous, mais j'ai pensé à Sophie en fait parce qu'il y a une des personnages enfin dans le pilote en fait qui parle de true crime en fait qui dit qui c'est c'était elle parle de Jeffrey Dahmer. Hein. tout à fait c'est ça et Jeffrey Dahmer en fait c'est pas un mec cool voilà donc j'ai directement pensé à Sophie. J'ai dit tiens Ouais, Bon, avec penser à Jeffrey perso- Dahmer, ça nous fait penser à Sophie. comme quoi. Bon, bref. Voilà, vous avez notre avis en tout cas sur cette nouvelle itération de donc Goosebumps, Chair de poule 2023, donc disponible sur Disney+ depuis le 13 octobre 2023 et on est sur une bonne durée de 50 minutes à peu près. Même si je vois sur des fiches qui disent 26 à 48 minutes, je vois pas où. si le quatrième là que j'ai le cinquième que j'ai pas fini fait 35 minutes de Ouais. rouillé. Ouais, 35 minutes, c'est pas 26, hein, je suis désolé. On est plus sur du 40, hein, pour moi, mais bref. Chacun verra comme il veut. Bref, on va passer aux recommandations, et de mon côté, je vais chez Apple TV. Oh bah tiens, ça faisait longtemps. Pour Non. changer. Dis Pour donc. changer. Et encore, j'avais deux trucs, et finalement, j'attends de regarder un peu plus de la deuxième qui vient d'arriver avec une certaine Brie Larson. Ah oui, il faut Voilà. que je regarde. Voilà. C'est dans la liste. Ouais. Voilà. Mais non, j'ai pas encore suffisamment regardé pour pouvoir en discuter, ni en intro, ni maintenant. Mais j'ai regardé les épisodes disponibles pour l'instant, parce que je crois qu'il reste encore un épisode de fin de semaine. C'est Still Up. Voilà, qui est arrivé en fin septembre sur Apple TV+, qui est une série anglaise, avec Antonia Thomas et Craig Roberts. Voilà, Antonia Thomas qu'on avait pu voir dans... Comment ça s'appelait encore le vrai titre? Parce qu'il y a eu Scrotal Recall pendant un moment, mais c'est plus ça le titre. Qui était sur Netflix. Non, mais c'est Scrotal Recall. On continue. Ah mais non, il y avait un autre titre. Oui, mais un c'est autre, c'est en autre titre, mais en fait c'est Scrotal Love Recall. quelque chose, voilà. Oui. Et donc Craig Roberts, que moi j'avais adoré dans l'excellente mais très méconnue Red Hawks sur Prime Video, que je vous conseille encore maintenant, les années 80, vraiment comme il faut. Et donc là on est sur une comédie romantique, mais franchement très 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 feel good. Presque. Je dirais c'est une presque comédie romantique parce que bon ils sont Oui, pas c'est en une couple. presque. C'est juste des meilleurs potes en fait qui ont des sentiments.
Oui, mais il y a un truc, il y a un feeling un peu comédie romantique, un peu voilà comme on peut avoir dans certaines, et en tout cas c'est très très feel good et ça parle de deux meilleurs potes, donc Lisa et Danny, qui ont du mal à dormir. Hein, voilà, qui ont des problèmes d'insomnie et qui ont discuté très souvent tous les deux, chacun de leur côté, par visio interposée. On a Lisa qui est une illustratrice absolument délurée et mère d'une petite fille qui vit c'est à Londres, et on a Danny qui lui est un journaliste ultra anxieux socialement, qui ne veut plus quitter son appartement, Oui. ça lui fait vraiment peur. Il est agoraphobe, Suite à- enfin, je pense que, je sais pas si Ouais. tu l'as vécu comme ça, moi je pense qu'il est agoraphobe. C'est présenté comme ça. Je pense qu'en tout cas, s'il est agoraphobe, il l'est depuis la rupture avec son ex. Ok. En tout cas, il y a un effet de cause et conséquence, et donc ils sont tous les deux, et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler pendant des heures, ils vont parler d'un peu de tout et de rien, de ce qu'ils vont vivre en même temps, hein, chacun de leur côté, et ça dure, on est sur du 30 minutes, et ça marche vraiment très très bien, c'est super bien écrit, c'est super bien joué. Ça fait plaisir de voir ces deux acteurs-là dans ces rôles-là. Ça se passe évidemment la plupart du temps la nuit, parce que forcément ils sont insomniaques, et on a des moments très très drôles et des moments très gênants, des trucs un peu burlesques, façon comme les Anglais savent faire, hein, quand ils savent faire des séries, et c'est pas si souvent. Hop là, petit tacle gratuit, mais bon, j'ai On n'est pas envie. d'accord ici, hein, comme d'hab. On n'est pas d'accord, mais c'est vrai que pour que je dise que une série anglaise, je l'ai appréciée, vraiment appréciée, que j'étais content de voir les épisodes, faut que le niveau soit très très haut quand même. Parce qu'il faut vraiment me convaincre, un niveau anglais. Bon, c'est vrai qu'avec les deux acteurs principaux, c'était quasiment gagné. Hein. Faut bien l'avouer. Par contre, parce que si je regarde du côté des créateurs et créatrices, c'est Steve Burge et Natalie Walter, que je ne connais personnellement pas. Moi je non n'ai plus. pas vu rien d'autre. Non, ça doit être des newbies. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que Natalie Walter a peut-être été sur Breeders, mais Breeders, j'ai pas aimé. Donc voilà. Et quand tu regardes un peu la promo, il parle surtout de I May Destroy You. Bon, oui, pourquoi pas. Mais si vous voulez une série comme ça, drôle, avec un rythme vraiment très très doux, qui prend le temps de certaines choses, qui prend le temps de faire de l'humour, aussi un peu du côté de travailler sur la psychologie des personnages et sur l'attachement qu'il y a du côté des deux protagonistes. Allez-y, ça fait franchement du bien de voir ça à l'heure actuelle. Donc moi je vous conseille Still Up, qui est sur Apple TV+. Et je plus sois, puisque j'en ai parlé dans mon dernier article en date sur CNET. Je suis quasiment à jour. Je crois que j'ai vu 4. Je crois que la saison vient de se terminer, ou elle va se terminer ce vendredi soir. Ce mercredi. Le 27. Voilà, donc ce vendredi. Mais c'est vrai que le gros avantage de cette série, c'est que quand on parle d'une série de nuit qui est autour des insomniaques, il y a une... au niveau de la dramaturgie, il y a une certaine dynamique, etc., où en fait, c'est plus prompt à la confession nocturne. Voilà, dédicace à Diam, c'est Evita. Et vous l'avez pas vu venir, pourtant. Et c'est et c'est vraiment, n'est-ce pas? Et c'est vraiment quelque chose qui est très très réussi au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que c'est limite, voilà, c'est des longs monologues en fait de deux personnages avec des personnages secondaires qui arrivent, mais c'est vraiment sur 25 minutes en fait chaque semaine on va apprendre à les connaître dans ce qu'ils ont de plus névrosé, dans leurs espoirs, dans les choses qui ne se disent pas, etc. Et même les secrets qu'ils se gardent, et un tout petit peu les choses que le public apprend en fait au détour de quelques scènes, de quelques moments. C'est quelque chose qui est très 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 bien troussé. Donc je pense que c'est une série qui est bien pensée, qui est bien exécutée. Donc voilà. Et puis même au niveau, tu lis le concept en fait en deux lignes, tu dis tiens ça m'intéresse, c'est quelque chose qui est original, et en fait ça ne te déçoit pas. Moi je suis toujours pas déçu.
Non, clairement pas. Moi, donc je suis à jour. J'ai vu les 7 épisodes sur les 8 qui composent cette saison. C'est vrai que le pitch, c'est ça. C'est 2 amis qui sont insomniaques et parlent tous les soirs pendant des heures et des heures par visio interposée. Et je dis ouais, ok, d'accord, ça m'intéresse effectivement de voir ce que ça peut être, comment ils peuvent gérer ça. Et en fait, dès le premier épisode, t'es là, ok, j'en veux plus. J'en veux plus, je veux savoir ce qu'ils vont faire, je veux savoir ce qu'ils vont devenir. Ces personnages-là m'intéressent, j'ai un attachement automatique et direct aux deux. Il n'y en a pas un que j'aime moins que l'autre. Et chacun à leur façon. Et je trouve que le duo fonctionne extrêmement bien, quoi. C'est marrant, dans la description, ça me rappelle cette série, là, In Treatment, avec Gabriel Byrne. Qui a été reprise en France, mais sur le sujet des attentats, donc voilà, en thérapie, voilà. Non, c'est absolument pas le même ton. C'est vraiment burlesque, mais c'est beaucoup moins psychologique que ça en fait. Moi, ça me fait un peu penser à Foodie Love, qu'on avait beaucoup aimé avec Olivier. Plus proche. Et qui est impossible à trouver parce que j'ai envie de voir ce truc et c'est dispo nulle part. Ça a été retiré de Arte Télé. Ouais, voilà. C'est ça. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais. Tu me DM. Part dispo. J'avais pré-shot le truc. Tu me DM. Je vais te DM. Je vois que Mathieu a sorti la carte. Il y a moyen. Avec le tube DM. Écoute, il y a toujours moyen. Lancer le lien moyen. L'illégal, c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Mais quand il n'y a pas moyen, il y a moyen. Au bout d'un moment, écoute, on n'a aucun moyen. Oui, là pour le coup, je suis la première à défendre Il n'y a même pas une édition DVD ni rien du tout. Donc, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Moi, je télécharge pas illégalement. Donc, vous ne ferez de mal à personne. Ok. C'est une série française. Vous ne ferez de mal à personne. Nouveau film avec Gilles Lelouch et Sandrine Kiberlin. Ça fait envie, hein. Pas du tout. Bref. Mathieu, on retourne du côté de l'épouvante. Oui. Moi, j'ai pas beaucoup parlé dans Chair de Poule parce que déjà, j'avais pas grand chose à en dire et puis j'avais envie de dire des trucs positifs ce soir. Du coup, voilà. Je me suis dessus. De toute façon, ça aurait pas été intéressant. Mais je pense que j'ai des trucs plus intéressants à raconter sur The Fall of the House of Usher, donc la chute de la maison Usher. Yeah. Attention, pas de spoil parce que je n'ai rien vu. Je vais essayer d'être le plus vague possible. En dehors du pitch. Mon casque. En dehors du pitch, je ne dépasserai pas j'irai même pas jusqu'à max épisode 1 et c'est tout. Je dirais pas le pitch, moi. Ouais, voilà, moi, je ne sais même pas quel est le pitch. Hein. Il y a une très jolie réalisation et c'est une série de Mike Flanagan. C'est tout. Non, si, mais je suis un peu obligé d'en parler, donc tu boucheras les oreilles. Allez, vas-y, go. Mais bon, donc c'est une mini-série de Mike Flanagan, qui est le réalisateur qui a fait tout ce qui est série d'horreur sur Netflix, donc The Haunting of Hill House, Bly Manor. Récemment, on a parlé de Sermon de minuit et Midnight Mass. Non, c'est la même série. Il a pas fait Midnight Club. Non, mais il n'a pas fait Eugene Friends avec Gad Elmaleh, qui est aussi une série d'horreur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez faire des cauchemars... Rien à voir avec Flanagan Jones, le pilote dans DuckTales. Oui, non plus. Mon Dieu. Mais jamais y arriver. Il y a 8 épisodes d'environ 1 heure et c'est une mini-série, donc ça se conclut. De quoi, qu'est-ce que ça cause? Là, Sarah, si tu veux enlever tes écouteurs, c'est le moment. Ça adapte donc la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe du même nom, mais aussi plusieurs autres nouvelles d'Edgar Allan Poe sur chaque épisode. Il y aura des petites inspirations par-ci par-là et des références qui font plaisir, et ça m'a donné en tout cas très très envie de lire les nouvelles. Allan Poe, pas Théo. J'ai pas la ref, surtout ils ne t'entendent pas sûrement. Mais je vais pas faire le mec en mode regardez toutes les refs qu'il y a dans la série parce qu'il y a 800 vidéos sur YouTube et c'est chiant. De quoi qu'est-ce que ça cause? Donc j'y viens. On quitte un peu les maisons hantées. Et en bref, c'est une famille ultra riche qui a une entreprise de pharmaceutique et qui développe des médicaments qui en fait se révèlent très addictifs et qui vont tuer des millions et des millions de personnes.
Donc Ça s'appelle l'actualité. voilà, pas des gens très 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 recommandables. Et ils se retrouvent dans la merde parce qu'ils font face à un énorme procès pour démolir l'entreprise. Mais il y a un plus gros problème, c'est qu'on a donc le patriarche a 6 enfants, ses héritiers, qui vont mourir les uns après les autres dans d'atroces souffrances. Et donc on va essayer au tout début de la série en tout cas de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais le plus important c'est pas vraiment ça, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, pourquoi c'est des immondes sales races, et on a toujours, même si on sait qu'ils vont mourir, comment est-ce que ça va arriver. Voilà, Sarah, tu peux remettre, c'est bon. Voilà, j'ai pitché la série. Donc l'idée, c'est pas vraiment de savoir comment est-ce que ça va finir, parce qu'on le sait dès le début, dès la première scène. C'est plutôt de savoir qu'est-ce qui s'est passé au milieu. On aura 3 temporalités. Le passé pour comprendre comment ils sont devenus super riches, qu'est-ce qui leur arrive avec ce procès, etc. et tous ces meurtres, et l'après. Comme d'habitude avec Mike Flanagan, il aime beaucoup jouer avec les codes de l'horreur, et j'adore ça. À la fois, il emprunte au jumpscare qu'il y avait pas mal dans Midnight Club, avec des fantômes, etc., qui plongent les personnages dans la folie. Il y en a notamment un parce que c'est dommage que Sophie ne soit pas là. Elle est en train de regarder la série, mais elle n'est pas à jour, donc elle fera sûrement son petit point plus tard. Mais j'en ai parlé avec elle, où on a tous les deux hurlé de terreur. C'est pas la série de Flanagan où il y a les meilleurs jumpscares, mais il y en a un. C'était horrible. Parce que tout ce qui se passe dans le futur, c'est la même scène décomposée sur plusieurs épisodes. Et c'est toujours à peu près le même cadre. Et il y a un moment dans le fond, il y a un truc qui apparaît, mais moi je m'en suis rendu compte au bout de 2 minutes, tu vois. Bah, c'est pas très agréable. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec ces séries. Je peux pas être tranquille sur le fond du propos parce que je suis terrorisée à chaque fois par les potentiels jumpscares qui vont débarquer, quoi. Ouais, mais il y en a pas, donc il y en a quand même. Il y a quelques fantômes qui pop, peut-être, allez, 1 ou 2 fois max. Non, si plus, mais en vrai, après t'es habitué, tu sais que ça va arriver de toute façon, donc ça fait pas peur. C'est juste les 2 premières fois, ça fait un peu flipper, mais c'est tout. Moi, je trouve que tu t'arrives quand même à te concentrer sur toutes les discussions qui sont, comme d'habitude chez Flanagan, les dialogues sont écrits de manière à ce que même si les discussions sont super longues, c'est super intéressant et tu découvres plein de choses et tu t'intéresses au personnage là-dedans, plutôt qu'en ayant des flashbacks à rallonge. Il y a pas mal de gore dans cette série, surtout sur les fins d'épisodes, ce qui rend le truc très très jouissif. Et il y a des démons qui terrorisent des personnages et qui leur font vivre des trucs horribles. Et donc on voit des connards se faire tabasser la gueule et ça fait plaisir. Après... bien sûr, Flanagan, comme avec toutes ses séries, il va bien plus loin que juste l'horreur. Il l'utilise pour raconter des choses sur notre société. Et il a toujours ses petits thèmes de prédilection. Donc c'est l'amour, c'est l'humanité. Dans cette série, on parle beaucoup de morale. Donc le bien, le mal, où est-ce qu'on se situe, etc. Que vous dire d'autre que les comédiens sont les mêmes que sur toutes ces autres séries. Donc si vous avez aimé ces autres séries, que vous voulez revoir les acteurs, c'est le Avengers du Mike Flanagan Universe, où j'ai regardé, et à part, je crois, 1 ou 2 ajouts dans des personnages tierces, et Mark Hamill, donc Luke Skywalker de Star Wars, ils sont tous là, ce qui peut paraître un petit peu dérangeant, parce qu'ils sont censés être tous de la même famille, et du coup, il n'y a pas vraiment de ressemblance où il y a des problèmes d'âge. Mais moi, j'ai grandi avec Once Upon a Time, donc c'est pas un problème, et c'est surtout que je me suis posé la question... Est-ce que j'aimerais que ces personnages soient joués par d'autres acteurs ? La réponse est non, donc j'ai pris mon pied pour les voir. Et surtout, mention spéciale, comme d'habitude, à Carla Gugino. Je ne sais pas dire son nom, je suis désolé. Gugino, merci bien, François. De rien, Henri. Qui a vraiment... Tu vois, Flanagan, il aime ses acteurs, ça se voit. C'est-à-dire que même si c'est un cast choral où il y a 15 personnages principaux, il va leur donner du temps d'écran dès le premier épisode pour qu'on s'attache à eux. Et en plus, vu que chaque épisode est centré sur un personnage, ils ont le temps de briller. Mais Carla, elle vole toutes les scènes. Mais vraiment, c'est un hold-up. C'est
émis de tous les épisodes. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc c'était que du kiff. Et je pense... c'est la meilleure. Elle est aussi. Non, mais... tu parles de voler toutes les scènes. En fait, je crois qu'elle incarne aussi une voleuse de diamants dans Jet, qui est revenue sur le Pass Warner, en fait, qui avait été diffusée il y a 2 ans. Voilà. Mais cette femme est incroyable. Visuellement, c'est très bien. Non, c'est même très très bien réalisé, surtout sur la lumière. Pas aussi bien que ses premières séries, ça se sent qu'il en a eu un peu marre. Il a lâché l'affaire sur certains trucs. Enfin, en tout cas, il n'y a pas des plans séquences de dingue comme dans ses premières séries. Et il y a quelques scènes où les VFX sont quand même bien dégueulasses. Marvel a pris peur, mais bon, c'est 3-4 scènes sur toute une série de 8 heures, donc c'est ok. Voilà. J'ai adoré reconstruire ce petit puzzle, etc. Voir qu'est-ce que ces personnages allaient devenir. Et ce qui est super intéressant est que, en fait, j'ai bien aimé les premiers épisodes de Succession, mais je n'ai toujours pas dépassé l'épisode 4 parce que j'ai vraiment du mal avec les séries où j'arrive pas à m'attacher aux personnages, ou alors où c'est des gros connards et qui se tapent dessus. Là, c'est plus un méchant qui va taper sur tous les autres méchants, mais du coup, c'est un peu ce que j'avais pas avec Chair de Poule, où j'avais envie de défendre le grand méchant, mais que le grand méchant, il était un peu insipide. Enfin, en tout cas, pas super fort, et il pouvait pas détruire tout le monde d'un coup. Alors que là, bah si, j'avais envie que tout le monde meure, mais j'étais impatient que ça arrive, tu vois. J'étais super actif pendant toute la série. Et voilà, donc super méchante. Et tous les autres personnages, finalement, même si c'est des connards immoraux, il y a toujours par épisode un petit moment où finalement chaque épisode a un thème, donc ça va être la cupidité ou le besoin d'amour ou de reconnaissance, même si c'est décuplé et c'est grotesque parce que c'est de l'horrifique poussé à l'extrême, et du coup c'est pas réaliste, mais pour autant ça nous permet de prendre une distance et de nous dire finalement ces défauts-là je les ai un petit peu aussi, même si je veux pas tuer des millions de personnes, on est d'accord, mais malgré toi, tu t'identifies à ces personnages, et 2 très très gros connards, au dernier moment avant qu'ils meurent, tu te dis putain, est-ce qu'ils méritent vraiment? Alors pas tous, il y en a que vraiment ils méritaient de crever. Mais il y avait cette petite pointe d'humanité que Flanagan arrive toujours à mettre dans ses séries horrifiques. Donc je me suis pas attaché à tous les personnages au point d'en chialer à chaque épisode comme Bly Manor ou Hill House, mais je pense que c'est pas le but de la série. Il parle d'autre chose. Il parle plus d'un phénomène de société globale plutôt que d'une histoire intime ici. Mais du coup, ça permet qu'ils se répètent pas vraiment dans ces thématiques, en tout cas dans leur traitement. Et c'est une bonne dernière série chez Netflix, je trouve. Après, il y a quelques petits problèmes. Par exemple, j'aurais bien aimé que on comprenne pourquoi les personnages sont devenus des gros connards, à part juste qu'ils sont riches. Mais c'est qu'un tout petit détail. Et je trouve que la série est bien construite, se termine très bien. Et je trouve que chaque épisode apporte sa petite touche, où ça va pas forcément crescendo. Je pense que chacun aura ses affinités en fonction de ce qui lui fait peur, quelle thématique il aime, quel acteur il aime. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que mes acteurs préférés de la série sont morts très vite. Du coup, je me suis senti un petit peu con. J'étais un petit peu déçu. Mais c'est pas grave parce que je me suis attaché à d'autres personnages et j'ai vraiment kiffé. Et je fais pas de binge, mais j'ai quand même regardé 4h30 la série non-stop jusqu'à 4h du matin parce que je pouvais pas m'arrêter. Donc comme quoi que c'était très très bien. Voilà. C'est quand même pas très très loin du binge. Mais bon, si, okay. C'était du gros binge. Après j'ai regardé un épisode par soir, je me suis calmé, mais dans la première moitié j'ai pas pu m'arrêter. C'était vraiment bien. D'accord. Et de ton côté, Sarah, tu veux nous parler de Changeling. Tout à fait. Une super série aussi, très feel good, dans la joie et la bonne humeur, chez Apple TV+. Pas du tout. C'est une mini-série fantastique. Vous y avez cru, hein. Qui était dispo. Peut-être les gens qui écouteront. Qui est dispo depuis le 8 septembre. Alors, c'est adapté d'un roman d'un mec qui s'appelle Victor Laval, qui est sorti en 2018. Donc, ça a été très très vite adapté en série. Et d'ailleurs, l'écrivain est même narrateur dans la série, pour la petite histoire.
Le pitch en gros, ça se passe à New York aujourd'hui et on suit la rencontre d'un bouquiniste, donc Apollo, qui est joué par Lakeith Stanfield. Lakeith Stanfield que vous avez certainement vu dans pas mal de films de Jordan Peele, qui était aussi dans Atlanta et qui, sur cette série, est producteur exécutif. Donc vraiment, c'est un projet qu'il a aussi porté de son côté, au-delà même de son implication devant la caméra. Et donc, ce jeune bouquiniste, passionné de bouquins, là, Apollo, il va rencontrer une femme qui s'appelle Emma, qui est bibliothécaire, qui est jouée par Clark Backo, que je ne connaissais pas du tout et qui est sublime. Et les deux vont éperdument tomber amoureux l'un de l'autre, puis leur vie va virer au drame lorsque Emma va commencer à devenir très chelou après la naissance de leur fils, jusqu'à commettre l'irréparable. Donc en gros, c'est une semi-histoire d'amour mêlée de fantastique, et surtout au-delà de la tragédie, en fait, on va véritablement vivre l'enfer que va vivre Apollo, qui lui va essayer de sauver sa femme qui s'est complètement métamorphosée. Le tout, c'est sur fond de sorcellerie, d'hallucination, de manipulation et surtout de superstition. Et ça, on le sait dès le début, en fait, parce que les changelings, pour info, c'est des espèces de doubles maléfiques qui, dans le folklore, alors plutôt scandinave du Xe siècle, étaient laissés à la place des nouveau-nés. Donc en gros, il y avait des fées, des trolls, donc des petits personnages du petit peuple, qui kidnappaient des nourrissons pour Satan et qui, à la place, laissaient ces petits êtres maléfiques qui s'appellent les changelings. Il y en a un dans Once Upon a Time. Et ben justement, c'est assez fou parce que moi qui ne connaissais pas en fait du tout on va dire ce mythe du changeling, on en retrouve en fait dans plein de séries à la télé, notamment dans Supernatural, dans Once Upon a Time, dans My Little Pony, dans les Winx. Donc ça fait peur si je me rappelle de cet épisode de My Little Pony. Non, mais je sais pas si ça fait peur. En fait, moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'on fasse passer dans des séries comme ça, qui sont quand même des choses pour les enfants, des petites histoires comme ça qui sont giga glauques. Donc voilà quoi. Et puis même dans Outlander, d'ailleurs, puisque ça se passe en Écosse, c'est vraiment très très imprégnant dans le folklore écossais. Bref. C'est aussi une chanson des Doors, mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, ça vous donne déjà quelques indices sur ce qui va se passer à cet enfant, à la mère. Alors c'est une série qui donne vraiment le vertige, on est hyper intrigué tout du long. Il y a une esthétique et une atmosphère très très bien travaillée, au point même où même quand il se passe pas grand chose, on est quand même très très captivé. Alors on est bien sûr sur des sujets aussi très contemporains. Là on parle notamment, il y a forcément un parallèle qui est fait avec la dépression postpartum, qui est aujourd'hui quand même assez rarement traitée à la télévision. Donc ici c'est vraiment traité avec un angle hyper noir, très 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 déroutant, avec vraiment la détresse psychologique de la mère. Elle va vraiment donner des cauchemars à tous ceux qui vont oser s'aventurer dans la série et qui seraient peut-être un petit peu sensibles. On suit aussi un petit peu en parallèle l'histoire des parents de Apollo, notamment de sa mère qui a fui la guerre. Alors, je ne sais pas si c'est dit dans la série ou si on le comprend que ça se passe au Rwanda. En tout cas, elle a fui un génocide. Elle est arrivée en Amérique. Elle a tout fait pour essayer de s'en sortir. Et donc voilà, c'est aussi le fait de suivre cette femme issue d'un milieu très défavorisé qui va élever son enfant seule en plein New York des années 70. Et puis New York, là, a une image, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et a un style très noir, très différent de ce qu'on a pour habitude de voir. On est très loin pour le coup du New York de Only Murders in the Building, ou alors ça, c'est sûr. là pour le coup c'est une toute autre facette, je trouve, qui aujourd'hui manque un petit peu. On a vachement l'habitude de voir New York noir dans cette période des années 70-80 et un petit peu moins aujourd'hui. Donc là on est un petit peu replongé dans cette vision là. Alors moi j'ai globalement apprécié la série.
il y a 2-3 choses qui m'ont quand même assez gênée. Malgré toutes les qualités techniques et les acteurs qui sont pour le coup vraiment exceptionnels, il y a quand même parfois des petits... Voilà, le scénario pêche un peu. Elle n'a pas été encore officiellement renouvelée. Moi d'ailleurs, pour moi, c'était initialement une mini-série et il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens ou alors qui sont vraiment traitées de façon superficielle. Moi, je sais que pour le coup, en fin de saison, j'ai un petit peu décroché parce que les 2 derniers épisodes sont incompréhensibles. Enfin, vraiment, j'ai fini la série. La série finit sur un énorme cliffhanger. Je suis restée scotchée en mode mais non mais c'est la fin ça, genre ils se foutent de ma gueule quoi. Alors il y a des gens à qui ça plaît énormément et c'est vrai que ça manque de plus en plus aujourd'hui à la télévision. Je pense que si Olivier décide d'en parler, il en parlera parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi je sais que j'ai besoin d'être guidée et moi ça me saoule en fait de rester en suspens sur une histoire qui n'est pas bouclée quand on te vend une mini-série. Moi j'ai besoin pas qu'on te laisse d'une à fin. interprétation, quoi. Ouais, moi Pas trop. en tout cas, j'ai besoin d'être guidée et j'ai besoin Ouais. de clôturer en fait une narration pour pouvoir passer à autre chose. Et je comprends tout à fait les gens qui préfèrent justement s'imaginer des choses et divaguer. Moi, pour ça, j'ai mes rêves en fait. J'ai pas besoin d'allumer la télé quoi. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, ça a été un peu frustrant pour moi. Surtout que je vous dis, les 2 derniers, j'ai vraiment rien compris. C'était vraiment très chelou. Donc si vous prenez de la drogue, ne prenez pas de la drogue en regardant cette série, très sérieusement, parce que je pense que vraiment il y a moyen de bader de ouf. Et si vous êtes sensible globalement, ne la regardez pas non plus, parce que je pense qu'il y a aussi moyen de bader de ouf. Après, bon voilà, ça reste une série assez quali. Mais si Vas-y. vous avez envie de prendre de la drogue, en fait, je pourrais faire des recommandations pour vous. My Little Pony entre autres. Il faut le DM Euh, aussi. Non, Voilà. Par contre, après pour Changeling, il y avait aussi Star Trek après. Il y a eu. Voilà. Je dis ça. Ah oui, pour les... Ah oui, oui. Mais je me demandais aussi, par exemple, dans Us, le film de Jordan Peele, Ouais. c'est un peu ça aussi, c'est des doubles maléfiques. Alors, c'est pas le côté nourrisson, en tout cas Non. enfant, mais bon, en tout cas, c'était intéressant de découvrir ça. Et puis bon, elle, pour le coup, tu suis aussi un petit peu sa métamorphose. Elle est partie en voyage avant de rencontrer Apollo en Amérique du Sud, où elle s'est aventurée dans des trucs chelous avec une sorcière, un machin, blablabla. Enfin, donc voilà, il y a des thématiques. Et puis il y a aussi, fun fact, Loïs de Malcolm. Alors je C'est sais ce que pas, j'allais dire. toutes les séries que je regarde en ce moment, il y a que des gens de Malcolm dedans. C'est un truc de ouf. Le prochain, ça va être, je pense, Dewey, que j'ai pas encore vu. Mais Louis lui... fait du rap, donc non. Ah, dommage. Bon, peut-être un clip, voilà. Peut-être. Mais Loïs, je suis navrée, je n'ai plus son nom d'actrice. Jane, c'est un nom avec qui finit en tchèque. Kaczmarek. Voilà. Jane Kaczmarek, qui joue le rôle de Cal et qui a un rôle exceptionnel dans la série, vraiment à alors un peu similaire au final de son côté femme forte dans Malcolm, Ouais. mais version post-apocalyptique badass de bâtard. Et ça de toute c'est façon, quand tu regardes les vraiment photos, sympa à voir quoi. Quand tu regardes les photos que tu peux trouver quand tu tapes Changeling et que tu tapes, elle est souvent dans les premières photos. Ouais. T'as vraiment le côté Last of Us, quoi. Ah, c'est vraiment ça, c'est genre Malcolm dans Last of Us, et elle est vraiment super dedans, quoi. Donc voilà, moi je vous invite à découvrir, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est vraiment une série qualitative. Personne de vous ne l'a regardé? J'ai pas encore commencé, je te dis, Ouais. je sais pas. Voilà. Moi, je voulais Non. la... C'est sur ma longue liste. Non, c'est typiquement le genre de série que j'attends. Après, j'oublie de la regarder. Et tous les épisodes sont diffusés, j'oublie que ça existe. Ouais, Moi, Et le souci, c'est que c'est sur Apple TV. Donc, globalement, pour oublier que ça existe, c'est très facile. Parce ouais. qu'Apple TV ne fait pas de pub. Ou ils s'en foutent. Il faut vite vous la mettre dans votre... Allié, je c'est voulais watchlist, je voulais c'est- regarder au moins le c'est premier vite. épisode pour t'accompagner, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Mais je Ouais. vais vite la regarder pour Halloween, je pense. Non, je pense que franchement c'est sympa à regarder là en plus avec la période de séries horrifiques et ça vaut le coup ne serait-ce que pour Lakeith Stanfield qui dedans est excellent comme dans la plupart des rôles dans lesquels il joue vraiment c'est vraiment un bon gars quoi. Mhm. Ouais, effectivement. Mais de toute façon, globalement, allez sur Apple TV. Arrêtez de vous emmerder avec autre chose. Hein. Il y a de quoi regarder, il y a de la qualité.
Ouais. Voilà, alors, ici on a eu justement, il y a Still Up, il y a Changeling, il y a, j'en ai pas encore parlé, mais Lessons in Chemistry, voilà, du peu que j'ai vu, vraiment est très 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 qualitatif. On a parlé Vraiment, de Blackbird aussi la semaine dernière, non? De Blackbird, on en a parlé Il y a même d'énormément 15 de séries. jours en fait, tu vois. Il y a 15 jours. Ah ouais. Effectivement. Voilà, au lieu de regarder 66.5 ou le How to Get Away with Murder de TF1, allez sur Apple TV. Times. Ah, mais Masterclass. j'ai pleuré. Le whitewashing. Monster Crimes. Je vais regarder en plus. Mais... C'est avec Muriel Robin, non? Yeah, Oui. Muriel Oui. Robbins. Master Crimes. Muriel Robin. Muriel Robin. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va terminer cet épisode 5 de la saison 9. Hein, donc on vous a quand même pas mal conseillé de choses. En tout cas, après à vous de vous faire votre idée. Notamment, revenez vers nous si vous avez aimé ou non ce que vous avez vu de Chair de Poule. Hein, déjà, un petit retour, ce serait sympathique. On n'a pas Chair de Poulpe, qui est une émission culinaire sur Netflix. Pas du tout. Chair de poule. Non, c'est un élément de menu dans un resto japonais ou chinois. Moi, je Chair prends de poule. le menu MB5, Chair de Je Poulpe. suis peut-être le dernier, mais j'ai appris qu'il y avait des cours de yoga et de sport sur Netflix. Et j'ai envie Oui. d'aller Oui. voir. Tu Oui. savais pas? Bah non, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est un partenariat avec vachement- Nike. Ouais, c'est vachement bien. Ok, bah je regarderai Il n'y en a ça. pas Voilà. beaucoup, donc... Alors, le mot de la fin, Florian. Lâche ton nid, Cynthia. C'est quoi ça? Bon, ok, je vais expliquer la référence très rapidement. Ah oui, il y parce a- que là... Ouais, On non, je t'écoute. sais, ça fait rire. J'ai fait ça, je me suis marré toute la journée parce que j'avais décidé ça hier soir, tu vois. Il y a un, C'est bien. voilà, il y a un jeu qui est sur internet, sur une plateforme qui s'appelle Dropout en fait, qui s'appelle Make Some Noise. C'est fait par le même taré qui fait Game Changer en fait, et en gros l'idée c'est que tu as 3 candidats en fait qui sont des comédiens d'impro absolument géniaux qui font des recréations en fait sonores, donc soit avec des chants, soit avec des voix, des imitations. Et là en fait il y avait un candidat en fait en gros l'instruction c'était 2 oiseaux qui se chamaillent, et en fait le candidat pendant 30 secondes il a fait des bruits d'oiseaux qui se chamaillaient, etc. Et tout d'un coup, il a lâché Cynthia. Et après, lâche ton nid, Cynthia. Ok. Voilà. Ah, c'est ton nid. Moi, j'ai entendu lâche ton nez. Ça, je me disais, c'est quoi? C'est... Ok, bon, il faut le voir, quoi. Oui, c'est de... Enfin non, c'est pas de niche parce que ce sont pas des chiens, mais bon, bref. Sarah. Poulpe. Poulpe, oui, je m'en suis douté. Mathieu. Singe. Mais j'ai pas expliqué. Moi aussi, je peux l'expliquer. À un moment, dans Usher, Bah oui, il vas-y, y a parce que là, il y a un singe. Et voilà. Vous verrez. Ok. J'attendais une super explication. Non, Dans non. le truc, il y avait un singe. Si vous voulez, je peux vous ressortir des DM de Sophie qui en pleure devant. C'est drôle. Ok, ok. Et moi, ce sera, pour le faire en français, brouillé. Hein, rapport au générique de Frasier. Voilà. Frédéric has left the building. Exactement. Allez, on vous donne en tout cas rendez-vous dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est un Phase B spécial peur. Ouh. C'est-à-dire qu'on va regarder que des films avec Muriel Robin. Non. How to get away with murdering Muriel Robin. Donc on vous souhaite de bonnes séries, une bonne semaine, une bonne tout ce que vous voulez, et surtout, Bonne Master Crime. C'est que ça enregistre toujours. Là. Ouais. Richie. Que l'on bouton. Parfaitement. Mais pourquoi c'est drôle, l'humour?